On va commencer assez rapidement. N'hésitez pas à partager à vos amis aussi parce que là, clairement, mon coloc, je suis allé pisser et au moment où je suis revenu sur mon bureau, j'ai trouvé ça. J'ai fait, ben, c'est pas moi qui ai pris le sel là, c'est pas moi. Du coup, bon, oui. Alors évidemment, le sel ce soir sera en toute sincérité uniquement sur les propos du monsieur. Euh, on va pas commencer à insulter les mamans, on n'est pas là pour ça. Et aussi, je tiens à dire que ce qui arrive à MJ là, ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Il n'avait qu'à pas se mettre dans cette situation, tout comme Johnny Depp. Voilà. Donc, franchement, ce petit mot à la con, là, genre te faire battre, c'est de ta faute. Je me suis dit, tiens, très bon timing avec le fait que je vais faire quelque chose vendredi soir. Dis donc, il est très très fort pour les timings, j'aime beaucoup. Dr Glitch, eh ben oui, invitez les gens, invitez. Alors, l'histoire avec Johnny Depp, juste avant de partir sur la vidéo, le mec a dit, en bref, que. Bonsoir Cinématips. Il a dit, en fait, si Johnny Depp est un peu cancel, en disant que pas tant que ça, eh bien c'est un peu de sa faute parce qu'il fallait pas qu'il se mette dans ce genre de situation. Et après, il y a quelqu'un qui a retweeté en disant oui, en fait, t'es en train de dire si que c'est de sa faute quoi. Il dit non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que à l'avenir, il saura ne pas se mettre dans ce genre de situation. Donc, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des hommes battus, évidemment, mais sachez que si vous vous faites taper sur la gueule, c'est votre faute. Il ne fallait pas vous mettre dans cette situation. Vous devriez le savoir. Voilà, il fallait le savoir. Ah, franchement, les gens. Le gars se fait battre par son ex et c'est de sa faute. Exactement. Alors, lui dit que c'est pas ce qu'il dit, hein, mais je vous laisserai aller relire le tweet, vous verrez que c'est exactement ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, nous. On va parler du Snyder Cut. Voilà. Release the Snyder Cut. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, on a 22 spectateurs. De toute façon, je le savais que vous étiez là pour. Voilà. Je vais mettre du sel dans mon thé. Bref, allons, commençons tout de suite. Si le son de la vidéo par rapport à moi est trop bas ou trop fort, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, ça va chier. Merci pour le follow Citizen de glace. Il a changé Peter Griffin. Non, par contre, alors ça, par contre, pas cool. Parce que pour des raisons bien évidentes, c'est que si on commence à insulter les mamans, à insulter le physique et tout, il va commencer à claquer que moi, je vais juste me foutre de sa gueule. Moi, je suis là pour parler de son contenu. On n'est pas là pour parler de son hygiène, de son physique, de. Voilà, juste ses propos. Pas plus. Sinon, à un moment, il va falloir que je modère et franchement, je préfère vous faire confiance là-dessus. Je pense que vous êtes assez responsable pour pas vous permettre ça. Et il y a tellement de conneries. Il débite tellement de conneries qu'on n'est pas obligé d'en arriver au physique. On a juste besoin de commenter toute la merde qu'il raconte. Voilà. Euh, voilà. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors évidemment. Merci les éditions Panini de sponsoriser. Alors déjà c'est sponsorisé par Panini. Vous savez à quel point j'adore Panini. Hein. Panini avec moi ils feront jamais de sponsor, hein, je vous le dis. Oh petit astronome il est là. Il n'y a pas d'autre chose que le 1080p 60 fps Morgan. Comment ça? Normalement tu peux régler ton. Tu peux régler dans tes paramètres la qualité. Soit tu le mets en auto. Ah ouais non, bah non. Ouais c'est la plus grosse source. Ça c'est un problème de Twitch. Hein. Ils savent pas gérer des flux. Désolé pour ceux qui n'ont pas la fibre. Je sais que c'est dur. Pourquoi je peux. Non, moi je peux pas changer. Enfin, je veux dire, c'est un débit 1080p, je vais pas m'emmerder à mettre ça dans une. À mettre ça dans une valeur inférieure. À la rigueur, petit astronome, si tu galères, tu regarderas le replay. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bref, allez, on est parti. On va pas se taper la sponsor, bien évidemment.
Surtout que Star Wars High Republic, c'est pas non plus un truc exceptionnel pour l'avoir lu. Ou via le lien dans la description. Merci encore à Panini pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Ouais, bonne vidéo, ouais. Vive le facteur Yoko. Vous ne connaissez pas les Beatles? Je vous explique. Leur groupe a eu un pouvoir formidable. On aura le Ils ont droit de régné sur le critiquer la monde mise en pour ainsi scène. dire. On critique le fond Quand ils et se la sont forme. séparés, on a accusé Yoko. Mais le fait est que le groupe s'est séparé de lui-même et Yoko n'y était pour rien. Alors, je ne vois pas le rapport avec les Beatles, Yoko et tout. Peut-être que dans sa tête, il a pensé à Cole Yoko, j'en sais rien. Je dois dire que je suis déçu, Monsieur J. Je vois l'intégrale des films du MCU, même ceux contre qui vous avez déclaré la guerre, mais je ne vois ni Suicide Squad, ni Toujours Watchmen, les scénarios ni la Snyder Cut. grandioses. Watchmen est dans Oui, bien d'autres sûr qu'il armoires. parle de Yoko Ono, mais C'est là je vois où pas je le mets mes rapport plaisirs coupables et les DVD de avec films un le petit peu Snyder nuls. Cut. Comme je le disais, décevant. Malgré votre contribution à la cause, vous restez du côté de l'Empire Marvel. C'est le problème quand deux empires s'affrontent. Ils sont persuadés que ceux qui sont pas de leur côté ont juré allégeance à leur ennemi. Au lieu d'admettre qu'ils sont tous les deux nazes et qu'on peut dépendre d'aucun des deux. Si vous n'êtes pas du côté de Marvel, expliquez donc ça. Pratique économique. C'est moins cher de les acheter en intégrale comme ça plutôt que de les acheter individuellement. C'est faux, c'est faux. J'ai trouvé un Spider-Man Homecoming à 50 centimes dans une braderie. J'ai juste attendu que les gens se rendent compte que c'était de la merde et qu'ils le revendent à un prix dérisoire. Voilà, donc t'es pas obligé de faire ton pigeon et de l'acheter plein pot comme ça, quoi. Et puis il y a des bons films dans le lot. Combien parle de la place du héros de notre société? Civil War. Combien? Je vais pas... Bon, on va pas s'arrêter tout le temps. Mais la place du héros dans Civil War... Lisez le comics, bordel de merde. Montre les conséquences sombres du pouvoir divin? L'ère d'Ultron. Combien montre que nos héros sont les messies de notre génération? Tous les films de super-héros jamais faits. C'est faux. Vous trouvez que Kick-Ass, ça montre que le super-héros c'est un messie? Vous trouvez qu'on l'appelle Dick Robot, ça montre que c'est des messies? Que même à sa manière, The Dark Knight Rises, clairement, c'est quand même, on parle quand même d'un super-héros déchu. Super de James Gunn, on peut pas dire non plus que ce soit le cas. Et Mystery Man, on peut pas dire non plus que ce soit le cas. Bah, bref, il y a plein de films qui te montrent que ce ne sont pas des messies. Là. Mais bon, faut avoir de la culture pour ça. Combien ont été faits par un père en deuil, trahi et remplacé par le système? Il est pas en deuil, mais trahi et remplacé. Ant-Man. Niveau deuil, il y a les Gardiens de la Galaxie 2 que Chris Pratt a fait après la mort de son père. Assez! Il est temps que votre dissidence soit punie. Mais j'ai rien fait. Vous osez cracher sur le dur labeur de Zack Snyder. Vous permettez bien de cracher sur les films Marvel. Bon, alors toujours pareil, le principe d'épouvantail, enfin d'homme de paille, voilà. on va pas, voilà. Toujours pareil, c'est le gentil, c'est les méchants, et puis lui il est tout blanc. Vous croyez vraiment qu'il n'y avait pas de travail dans ces films-là? Non, et puis j'ai mis un 6 sur... La différence, c'est que Snyder ne mérite pas d'être critiqué. En quoi? C'est un artiste comme un autre, qui fait un film comme un autre, et qui doit être jugé en tant qu'artiste et film. Que vous l'encouragiez à faire ses C'est films comme long. il veut. Cool, vous avez bien raison, mais de l'autre côté, on a le droit de lui trouver des défauts et d'avoir nos critiques. Vous n'avez donc aucune pitié pour un père en Mais deuil? souvent- raison. Arrêtez avec ça, vous insultez Zack et sa fille en les utilisant comme argument d'autorité. Vous croyez que ça lui fait plaisir de vous entendre utiliser la mort de sa fille comme argument? Alors là, super, parce que vous trouvez que c'est bien d'utiliser la mort de sa fille. Mais en fait, qui c'est qui écrit le texte là? Qui c'est qui écrit ce texte? C'est MJ. Donc on est d'accord que c'est MJ qui utilise la mort de la fille de Snyder pour pouvoir faire son petit scénario à la con. Donc au bout d'un moment, la schizophrénie, ça va 2 minutes quoi. Je vais même dire, votre comportement de merdeux me donne encore plus raison de critiquer ce film. Vous entachez injustement la réputation des fans raisonnables de Zack Snyder. Je veux dire, combien de personnes... Alors moi je dois dire un truc, il a jamais parlé de fan raisonnable de Zack Snyder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es un fan de Zack Snyder, t'es toujours un enculé. Pour le moment, c'est tout ce qui est ressorti de tout ce qu'il a pu dire, que ce soit sur Twitter ou dans ses vidéos.
personne vous avez harcelé juste parce qu'ils pensaient pas la même chose que vous sur un putain de film. Ce ne sont que les conséquences de vos torts. Et si c'était vous qui aviez tort? Votre manque d'esprit m'amuse. Donc disons cela. Prouve-nous que la Snyder Cut n'est pas meilleure que la Whedon Cut. Ok. J'y crois pas, tu vas me refaire le coup. Quoi, quel coup? Tu vas encore perdre ton temps à expliquer à tes kidnappeurs en quoi le film qu'ils aiment bien n'est pas aussi bien. Et moi, t'y penses pas, sale égoïste? Pète-leur la gueule maintenant et tu leur parleras du film au parloir. Je veux dire, merde, tu peux appeler ton marteau quand tu veux, donc appelle-le et t'es... Incroyable de parler avec un homme de paille parce que c'est un amalgame grossier de tous les arguments stupides ensemble. Un imbécile peut recadrer plus imbécile, mais ça ne changera pas son caractère d'imbécile. Oui. Fonce-le. Oui, vas-y. Montre ton vrai visage en m'attaquant avec une arme copyrightée Marvel. Tu me laisses mon bureau ou... Mais je rêve, tu vas vraiment le faire. Oh, ta gueule, putain! Donc, il est temps de parler du cas de Joss Whedon. Alors là, on va rire parce que dans la première partie, le cas de Joss Whedon, toutes les saloperies qu'il a fait ou quoi, ça dure 5 secondes. Par contre, les SS, donc les Snyder, je sais plus quoi là, les fans de Snyder quoi en fin de compte, eux par contre, putain, il t'a fait 5 minutes, donc 5 secondes pour Whedon dire ah c'est quand même un enculé hein. Contre 5 minutes de tous les fans de Snyder sont des connards. On est passé en l'espace de quelques On va voir là, années tu vas voir, il va du le défendre au aussi. mec le plus méprisé de toute l'industrie. Pas seulement parce Alors on commence déjà par victimisation, hein. Ah c'est le mec le plus détesté de Hollywood, machin. Alors on commence bien, hein. Tout de suite le placer en victime pour légitimer potentiellement les conneries qu'il va raconter derrière. que les fanboys ont décidé de le blâmer pour tout ce qui n'allait pas avec Justice League, parce que c'est plus facile de blâmer un individu que le système, mais aussi à cause des nombreux témoignages de l'équipe du film et d'anciens collaborateurs de Whedon, certains étant la limite de l'accusation d'harcèlement sexuel. Content warning, je m'apprête à parler de Joss Whedon en bien. Ce qui, comme vous pouvez vous en douter, est un petit peu mal vu. Deux poids deux mesures, hein, toujours pareil. Hein. Quand c'est les gens qui l'aiment bien, c'est pas problématique. Par contre, quand c'est des gens qui l'aiment pas de base, ah là tout de suite faut les cancel, tu vois. Putain. Ah ça c'est du militantisme, tu vois. Ça c'est de la conviction. Mais eux, mis à part, je comprends totalement pourquoi. Quoi? Je ne Je vais la mettre absolument rapidement la semaine pas en prochaine, question la les rediff. témoignages contre Joss Whedon. Je n'ai aucune raison de croire que Whedon est accusé à tort. Déjà parce que dans le contexte de précédentes accusations, ça devient très récurrent chez le bonhomme. Et contrairement à la pensée populaire, ce genre d'accusation ne se fait pas pour booster une carrière. Au contraire, parler de ça te fout plus au chômage qu'autre chose. Rien que Ray Fisher est probablement blacklisté de Warner Bros pour avoir parlé. Et il était dans une meilleure situation que les autres témoins. Donc ils prennent un risque qui peut leur être fatal en affirmant publiquement tout ça. C'est pour ça que Gal Gadot s'est retenue de s'exprimer immédiatement. Elle avait trop à perdre pour prendre le risque. Ça et le fait que, en ce qui me concerne, c'est pas un ami ou un proche, c'est juste un artiste dont j'aime beaucoup le travail. Donc j'ai aucun intérêt à défendre son innocence. Et attends, t'es censé défendre ce que Whedon a fait de Justice League. Oui, je le défends là-dessus. Mais tu reconnais qu'il a agi en connard? Oui. Je comprends pas. Ça s'appelle faire la différence entre l'homme et l'artiste. On va rire là. On va rire. Ouais, c'est le truc que les défenseurs de Roman Polanski prétendent faire pour pouvoir le planquer. Mais comment peux-tu dire qu'il a fait un bon travail tout en admettant qu'il a maltraité son équipe? Et vous, comment vous pouvez dire que Jared Leto est un excellent Joker alors qu'il a maltraité son équipe, hein? Ouais, Whedon a agi Il est vite passé hein, sur cette histoire on différencie l'homme de l'artiste. Il a fait la petite référence à Roman Polanski, mais à aucun moment il se défend. Alors que je suis sûr que pour Roman Polanski, à mon avis, il doit pas dire exactement la même chose que pour Joss Whedon, malgré le fait que Roman Polanski a payé. Enfin, je veux dire, le juge lui a mis une peine. Après, on est d'accord ou pas avec la peine, que je trouve plutôt faible pour l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais là, bizarrement, pour Whedon, ça pose moins problème, tu vois. Alors que le gars, il a pas payé en fait pour tout ce dont on l'accuse.
en connard et il mérite de se faire jarter de l'industrie pour ce qu'il a fait. Pas de débat là-dessus. En fait, limite, il s'est jarté lui-même. Il a laissé tomber son film Batwoman qu'il voulait faire à la base avant d'être embarqué dans ce bordel et il s'est retiré de la production de sa nouvelle série The Nevers, laissant sa direction à Philippa Goslet. Mais de l'autre côté, ça reste un mec talentueux qui a quand même proposé un truc. Après, oui, différencier l'homme de l'artiste peut être compliqué, car les artistes mettent souvent une part d'eux-mêmes dans leurs œuvres. Œuvres qui, dans le cas de Whedon, montraient déjà certains signes annonciateurs de ce bordel. Si vous avez regardé Buffy, Angel, Firefly, Avengers et même le peu de scènes qu'il a tourné pour Justice League, vous avez peut-être remarqué que ces personnages sont définis par leur nature sombre qu'ils essayent de combattre au mieux, mais qui malgré tout fera toujours partie d'eux, qu'ils devront accepter et laisser parler cette part sombre pour le bien commun. Voilà, pauvre victime, Joss Whedon, victime de sa part sombre qu'il doit laisser parler. Et ça part souvent dans l'abus des êtres chers. Dans l'épisode de Firefly, La Panne, nos héros sont dans une situation catastrophique, et le capitaine Malcolm Reynolds agit comme le gros connard qui rabaisse ses amis quand ils paniquent et pleurent sur leur sort. Et son entourage justifie ça comme étant un sacrifice personnel. En se donnant le rôle du méchant, il motive les autres à finir leur travail. Ce qui, dans une histoire catastrophe comprenant des anti-héros, peut donner un bon épisode, mais j'ai l'impression que Joss Whedon a appliqué cette philosophie à son intervention. Bah, Dr. Leach, il attend que Polanski fasse de la prison pour regarder ses films. Mais, enfin, il en a fait. Certes, la peine est dérisoire pour ce qu'il a fait, mais il a fait, il a tiré ses jours de prison. Il les a fait. Il a payé sa dette. Sa dette qui est pas très très élevée pour l'occasion, mais il a purgé sa peine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Joss Whedon n'a pas purgé de peine jusque-là, de ce que je sache. De Justice League, ce qui... Bah c'est dégueulasse. L'équipage du Serenity risquait de mourir, Justice League risquait d'être en retard ou d'être un peu plus mauvais qu'il ne l'est déjà. Ça valait pas le coup, Joss. Ça et le fait que pas mal de témoignages disent qu'il a pris un malin plaisir à cracher sur le travail de Snyder. Ce qui... Bah, je me doute qu'il a dû très mal prendre le fait qu'on le force à finaliser un film qui, grosso modo, pompe son travail par intérêt pécuniaire, mais quand même un peu de professionnalisme et de respect pour un père en... J'adore quand il montre... J'adore quand il montre... Tu sais, il fait des différences d'image là, enfin, j'ai déjà fait un comparatif. Là, je me rends compte que ma première vidéo sur Justice League où Whedon et Snyder épisode, et j'ai l'impression que Joss Whedon a appliqué cette philosophie à son intervention de Justice League, ce qui... Bah c'est dégueulasse. L'équipage du Serenity risquait de mourir, je l'ai perdu ou quoi? Risquait d'être en retard ou d'être un peu plus mauvais qu'il ne l'est déjà. Ça valait pas le coup, Joss. Ça et le fait que pas mal de témoignages disent qu'il a pris un malin plaisir à cracher. On va revoir et vous allez voir, c'est incroyable parce qu'il a aucune notion de mise en scène. Entre ça il a dû très mal prendre le fait qu'on le force à faire. Et ça, tu vois, rien que déjà le principe pour les montrer en bonne chez Snyder, c'est un plan séquence. Là, ça a été ultra cuté pour Avengers Marvel Studios, enfin le film de Whedon. Ensuite, il montre des super-héros qui font équipe. Bah oui, évidemment, ils sont en bande. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est finaliser un film qui, grosso modo, pompe son... Quel rapport? Quel rapport? Oui, bon, t'as un super-héros qui tape sur la gueule d'un méchant. Putain, mais c'est comme si tu reprochais à un western de filmer du désert ou un cactus. Bah ouais, dans ce cas-là, je te mets n'importe quel western côte à côte et tu verras qu'il y a des fougères, et, enfin des petits trucs là qui passent, des petits trucs de poussière là, voilà, enfin, putain, mais sérieusement, là, en plus, évidemment, il en parle pas, il va pas te faire, il va pas te faire une analyse de plan, il va pas te les déconstruire, juste, il te les met là comme ça pour te suggérer l'idée que c'est la même chose, sauf qu'à aucun moment il va t'expliquer pourquoi c'est la même chose, notamment parce que ce n'est pas la même chose. Certes, il y a de l'iconisation, comme dans n'importe quel film de super-héros, enfin n'importe quel film, pas tous évidemment, mais la majorité des films de super-héros ont une iconisation. Et là, il te compare des plans qui n'ont strictement rien à voir, des scènes qui ne sont pas filmées de la même manière, qui certes apportent une iconisation, notamment quand on a vu juste avant, quand il montre tous les personnages, mais l'iconisation ne se fait pas de la même manière du tout. T'en as un qui est ultra cuté, t'en as un, c'est un plan séquence. Enfin, un plan long. Donc déjà, là, on n'est pas bon. C'est-à-dire que t'as Avengers qui fait de la télévision en mode, si on fait un plan de plus de 3 secondes, le cerveau, il est trop... il va pas réagir assez vite, parce que bon, les spectateurs sont complètement cons, faut le savoir, c'est comme ça que réagissent les producteurs. Alors que Zack Snyder, lui, il prend le temps, justement, il laisse ses plans durer. Son travail par intérêt pécuniaire,
Mais quand même un peu de professionnalisme et de respect pour un père en deuil, Joss. Là, je me rends compte que ma première vidéo sur Justice League où Whedon et Snyder étaient joués par Hermit et Neko, j'aurais plutôt dû la tourner comme ça. Mais malgré ça, je trouve ça con de résumer tu as un langage simple à The Film parce que dedans il y a un homme. Excuse-nous de dire quand il se plante, Marvel sexuel. Juger Joss Whedon sur Justice League, c'est comme juger Zack Snyder sur cette même version du film. Et m'appelle pas Marvel sexuel, petit con. Je défendais Man of Steel pendant que toi tu chouinais sur Dark Knight Rises sur les forums d'Allociné, alors ta gueule. Pas la peine de mentir quand tu défends. Il est très insultant quand même, hein. Il vient de dire ta gueule à son homme de paille. Je pense qu'il montre en fait une partie où le super-héros ridiculise l'ennemi principal avec Superman et Hulk. Ah oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a aucun intérêt. Je veux dire, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire, c'est comme si, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si tu montrais un désert dans un western et que tu montrais un autre désert dans un autre western et que tu disais, ah, vous avez vu, l'autre il a repompé sur l'autre parce qu'à un moment on voit du désert. Putain, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, putain, le cinéma. Et là, du coup, bah, s'il prend des super-héros, évidemment qu'il va voir un héros taper sur la gueule d'un méchant, la bande de héros dans un même plan. Oui, bah oui, c'est évident. Donc non, c'est complètement con. Whedon. Alors déjà, je le rappelle, je défends le travail du mec, pas ses actions, et surtout, on peut aimer Joss Whedon et Zack Snyder en même temps. Après ta précédente vidéo, comment peux-tu dire que tu aimes Zack Snyder? Ok, que tous ceux qui ont aimé Batman et Superman lèvent la main. Gérard! Non mais je suis désolé, mais j'aime bien la Snyder Cut. Oh, qu'est-ce que c'est long, putain, ces trucs là. Et puis le coup de Martin, même avec... Eh ben, et après vous vous étonnez que Harley Quinn fait un épisode se moquant de vous? C'est vrai, à Annie Dario, il a pas du tout dit ça dans la première partie. J'ai démontré le non-sens du concept de la Snyder Cut. Mais la question qu'on se doit de poser, c'est est-ce que le film est meilleur? La réponse... Bon, on est d'accord, hein, ça fait 10 minutes, il parle pas encore de cinéma là, hein, comme d'habitude. Ce semble unanime que oui, même ceux qui n'ont pas aimé le film disent qu'il est meilleur que la Whedon Cut. Mais j'ai l'impression que les gens sautent trop vite dans cette conclusion pour des raisons assez superficielles. Le film détaille et explique beaucoup plus que la Whedon Cut, il est plus joli et percutant visuellement, et il a moins de blagues nulles. Il y en a toujours, limite tout aussi nulles, mais oui, il y en a proportionnellement moins. Mais après, est-ce que ça corrige vraiment tout? Non, et puis peut-être qu'au lieu de savoir qui est meilleur que l'autre, ce serait plus intéressant de voir comment les deux versions ont rempli le cahier des charges. On a... Il va nous dire que le Snyder Cut remplit le cahier des charges alors que le machin il fait 4 heures, il est en 4 tiers, enfin presque en 4 tiers. Non mais sérieusement quoi. Attends, mais parce que moi ça fait très longtemps que je l'ai pas revu. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas revu cette vidéo, donc je ne sais plus vraiment tout ce qu'il a dit. Là je suis un peu à chaud. Il y a certaines choses qui vont me revenir hein, à un moment donné, mais là le coup de remplir le cahier des charges, je ne me rappelais pas. Clairement pas. D'ailleurs, il remplit tellement le cahier des charges qu'avec Batman v Superman, ça n'a pas plu au public et que Warner a dû trancher 30 minutes parce que 3 heures c'était trop long pour eux. On a là un des rares cas de blockbuster super-héroïque à avoir été exécuté de deux façons drastiquement différentes. Ça vaut le coup d'être étudié, non? Attention, si il dit ça, ça veut dire qu'il va parler cinéma. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il croit toujours qu'il parle cinéma, lui, alors qu'en fait, il parle exploitation de films, il parle économie du cinéma et pure people. C'est un mec, sa chaîne, c'est Closer. Toujours les trucs, les histoires de cul ou les histoires de sous-jacentes qui ne parlent pas vraiment du film, et il te fait croire qu'il parle du film, alors qu'en fait, il parle juste des gens qui ont fait le film. Et jamais, à aucun moment, il va faire de l'analyse filmique. Jamais, à aucun moment. C'est quoi Closer? Closer, c'est un magazine people, style... Ah, on a croisé M. Pokora avec sa meuf, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, bah ouais, non mais... C'est exactement ça, putain. Il y a en effet des passages qui sont objectivement mieux dans la Snyder Cut. Mais la Whedon Cut a tout de même bien fait de s'en passer, car la plupart des meilleures scènes du film marchent de façon isolée, mais pas en relation au film dans son ensemble, et certaines propositions de... Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Dis-nous pourquoi ça ne marche pas dans l'entièreté, parce que moi je comprends pas ce qu'il veut dire là. C'est-à-dire que les scènes s'enchaînent très bien, voilà, et prouve-le, dis pourquoi
Dis-le pourquoi ça ne marche pas. Putain de... Je m'énerve déjà, putain, ça fait même pas une demi-heure que je suis là. De Whedon sont moins bourrines qu'on ne le dit. On lui reproche de rajouter que de l'humour, mais on ne le répétera jamais assez, Snyder aussi en a fait, et certaines sont toujours présentes. Aussi, Whedon voulait être drôle. Là où Snyder, il est drôle quand il se prend trop au sérieux. Genre la musique ultra dramatique chaque fois que Wonder Woman fait un truc. Attends, ça, tu trouves que c'est drôle, toi? Pour moi, le moment où t'as la musique d'Amazon comme ça, et elle qui est sur la statue de la justice, ça a un impact émotionnel, tu vois, c'est pas... Snyder abuse peut-être, parce qu'il est toujours dans l'iconographie, et il va en faire des caisses. Mais à aucun moment, moi, je me tape une barre quand je vois ça. Moi, je me dis, putain, elle est badass, la meuf, tu vois, tout de suite, tu vois, c'est pas parce qu'il est sérieux, ou dans ce cas-là, tu vas dire que c'est du nanar. Bon, peut-être, pourquoi pas, mais il faut le démontrer. Ou les mecs qui se croient edgy de faire dire à Batman un gros mot. Ou le cri d'agonie de Superman. Ah ça y est, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu le mot edgy. Ah là 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 là. Qui dure plus de 5 minutes. Mais ça, putain, mais ça c'est énorme l'impact de ce cri. Parce que l'impact de ce cri, c'est de montrer qu'il traverse, qui va à des kilomètres et des kilomètres. Et donc, ça veut dire que ça a un impact double. Cet impact, il est physique, parce que les gens vont entendre ce cri. Donc, clairement, les gens vont être impactés par le cri. Et c'est un cri de douleur qui annonce la mort de Superman. Donc, d'un autre côté, au-delà de l'impact physique, ça a un impact qui est beaucoup plus dans l'image. Il est beaucoup plus imagé, dans le sens où ce cri, et donc ce cri de mort, a un impact sur le monde entier. Parce que la mort de Superman a un impact sur le monde. Donc c'est pour ça qu'on voit ce cri traverser. Mais comme il est trop con pour comprendre juste ça qui est totalement simple, parce que Snyder, c'est pas non plus un mec où tu dois te prendre la tête comme un fou pour comprendre le message qu'il veut te faire passer, et ben lui il dit « C'est trop long, nanana. Putain !» Et c'est pas drôle. Écoute, 30 ans, c'est le son de l'ultime souffrance. Mais Whedon n'a pas rajouté de l'humour à lui tout seul. C'est Warner et DC qui ont commencé à en rajouter dans leur production dès Suicide Squad. Lui aussi s'est vu forcer des tonnes de blagues et un changement de ton radical. Et puis dans ces conditions, évidemment que l'humour est pas terrible. Toute décision à base de rajouter des blagues en post-prod ou en reshoot finit toujours mal. C'était une idée de merde dans Cinéman. Est-ce que vous vous êtes vu? Vous sentez le patchouli, vous portez des mocassins à gland? Vous avez tellement de pellicules qu'on dirait que c'est vous qui faites neiger dehors. C'était une idée de merde pour Digimon le film. Tu devrais mettre des aires de repos, faut que j'aille au petit coin. T'avais qu'à y penser avant, essaye de te retenir. Et c'était une idée de merde pour le Doolittle avec Robert Downey Jr. Ça Putain, c'est référence quand même. sent mauvais. Digimon le film, le remake Dr. Dolittle, ou réadaptation plutôt du bouquin, et c'était quoi déjà l'autre, Cinéman. Tu peux pas aller chercher des films plus intéressants en fait. Et c'est un type qui adore renifler les fesses qui te le dit. Tu es un expert de la fesse. Doolittle qui fut entièrement remonté et s'est fait rajouter des tas de blagues par Chris McKay, le réalisateur de Lego Batman. Comme quoi, faut pas juger les réalisateurs sur ce genre d'exemple. Je veux dire, tu leur confies un film qui n'est pas fini, avec lequel ils ont rien à voir, et tu leur demandes de rajouter un maximum de blagues. Évidemment, tu vas pas être très inspiré. Mais Whedon n'a pas rajouté que de l'humour. Il a aussi rajouté ça. Il était plus humain que moi. Il a vécu dans ce monde, il y est tombé amoureux, il a pris un emploi, alors qu'il avait tout ce pouvoir. Et ça. Alors... Oh, il a rajouté quelque chose que Man of Steel avait déjà expliqué, que Batman v Superman avait déjà expliqué. Donc là, en fait, c'est juste Whedon qui est en train de te faire une scène de rappel, juste pour t'expliquer que Superman est meilleur que Batman, et qui te rappelle pourquoi il est meilleur. Donc en fait, c'est Whedon qui dit, le spectateur est beaucoup trop con, il faut que je lui explique ça, au cas où s'il aurait pas compris déjà ce qu'il y avait dans Man of Steel et dans BVS en fait. Parce que tu comprends, moi je viens quand même du MCU, et dans le MCU faut tout faire expliquer, parce qu'on a un spectateur un peu débile. J'ai toujours pris part au combat, quand il le fallait. Mais se mettre à la tête d'hommes et aller leur dire au grand jour
ce combat mérite votre vie. Lorsque c'est ta faute, ce sont tous des Steve Trevor. Ou encore... C'est mielleux. Et c'est pas très clair finalement. Bon. C'est pareil. Là, est-ce que t'as vraiment besoin de ce dialogue-là? Il suffit que t'ailles voir le film Wonder Woman en fait. Pour ça, on perd quelque chose en mourant. Même Superman. Peut-être pas son esprit. Peut-être son âme. Whedon a... Hein, de quoi? C'était quoi qui dit Aquaman là? Peut-être son âme. Merde. Ce sont tous des Steve Trevor. Oui, Steve Trevor, encore et toujours Steve Trevor. On connaît Steve Trevor, la putain de ta mère. Encore ça. On perd quelque chose en mourant. Même Superman. On perd quelque chose en mourant, même Superman, d'accord. Peut-être pas son esprit. Peut-être pas son esprit. Peut-être son âme. Peut-être son Whedon. âme. Mais, et donc là, qu'est-ce qu'MJ essaie de nous dire? Il essaie de nous dire que Whedon, il a écrit un truc de fou là, avec ces machins là. Entre le truc à propos de Superman, où on le sait parce qu'on a vu Man of Steel et BVS, et le truc de Wonder Woman, qui de toute façon a été expliqué dans le premier Wonder Woman, et ce truc d'Aquaman ultra flou dont on comprend pas grand chose et qui sert strictement à rien. C'est ça la profondeur de Whedon? Au secours, putain. A développé les personnages. Et voilà, là, Whedon a développé les personnages. Parce qu'il leur a fait faire dire. Parce qu'il a. Calme-toi, Morgane. J'en perds mes mots. Parce que le gars, simplement, il a fait répéter à des personnages ce qu'on avait déjà développé dans d'autres films. Et qu'il a fait dire à Aquaman un truc qui veut strictement rien dire. Bon, allez, soit, allez, vas-y. Il a développé le personnage. Waouh! Qu'est-ce que c'est profond, mon cher MJ. Ouais, développer un personnage pour lui, c'est faire dire des trucs à des personnages. Voilà. Ce n'est pas très profond et pas super bien travaillé, mais bon, en même temps, il n'avait pas l'espace de faire mieux que ça. Et oui, c'est vrai, GG Deck, ce que tu dis, c'est que l'extrait de Wonder Woman, ça rajoute en même temps une contradiction avec Wonder Woman, parce que Wonder Woman, justement, elle est allée au front, elle a dirigé des hommes et tout. La Snyder Cut les développe bien plus. Le film est plus long après tout. Non, pas du tout. Non? Et la séquence de Cyborg qui découvre ses pouvoirs? Alors là, tu confonds développement et détaillé à background. Putain, cette mauvaise foi, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est-à-dire que, en plus, lui-même se répond à lui-même, en fait. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que il sait pas que un background, des flashbacks, peuvent servir à développer un personnage. Alors, je vais lui parler d'un film, je sais pas s'il connaît, hein, parce que on sait pas, c'est obscur, c'est un film qui est très très vieux et que les gens ne connaissent pas nécessairement, mais ça s'appelle, et je pense du coup à la personne qui dit tu confonds le camembert et le fromage, Citizen Kane. Est-ce que Citizen Kane, c'est pas quelque chose qui n'est qu'un éternel background pour comprendre et pour développer un personnage? Et là il va me dire, ah bah non, on développe pas le personnage de Citizen Kane. Là non, je suis désolé, on ne le développe pas, on fait du background. Je vous laisse, voilà, les Inaziques, merci, je suis content de cet exemple aussi, mais qu'on vienne pas me dire que ça, c'est pas le meilleur exemple qu'on peut avoir pour expliquer que le background sert à un développement de personnage. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est un putain d'inculte qui ne comprend pas la narration, qui ne comprend pas la mise en scène. Il faut vraiment qu'il arrête. Je suis très énervé ce soir, hein, parce que là j'en ai vraiment ras le cul, et en plus de ça il raconte encore de la merde, et en plus quand il raconte des trucs sur les gens aussi, il le fait dans leur dos, parce que tu peux pas le lire, parce que notamment il bloque tout le monde, hein, donc il a pas de race en plus. Bref, focus sur la vidéo. Deux choses à la différence subtile. Détailler un personnage en expliquant plus longuement ses origines et sa tragédie ne le développe pas forcément plus, surtout quand ces détails ne reviennent pas pour jouer un rôle direct sur l'histoire principale. Les membres de la Suicide Squad ont des backgrounds détaillés, mais ça n'en font pas des personnages développés pour autant. Alors, encore une fois, je suis pas un admirateur du Suicide Squad,
voilà, je le dis. Mais on ne peut pas nier que le background du personnage de Deadshot, bah, c'est un développement de personnage. Parce qu'en faisant ce background, on apporte l'idée d'un père, de rédemption, tout ça. Donc qu'on vienne pas me dire... Viens avec moi si tu veux vivre. Oh, merci pour l'abonnement, Akorapin. Merci pour l'abonnement, merci pour le sub, ça fait plaisir. Mais on va pas me dire donc que le background sur Deadshot ne permet pas de développer le personnage. C'est complètement con. En plus, il a choisi l'image vraiment de Will Smith, enfin de Deadshot avec sa fille. Évidemment que déjà ça lui pose une caractéristique, donc il est père, et en plus de ça, bah, évidemment que ça crée un développement, parce que en tant que père, eh ben, il va pas... Alors ça me fait chier parce que Deadshot du coup c'est un peu genre rédemption et tout dans ce film. J'aurais préféré que ce soit un Deadshot beaucoup plus violent et hardcore, mais enfin clairement on est là-dedans quoi. Ils restent au stade où ils étaient au début du film tout le long. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout que Captain Boomerang aime les licornes, ou que l'âme du mari de Katana est dans son sabre, ou qu'El Diablo a tué sa famille. C'est vrai, bon, bref. Même l'histoire d'Harley avec le Joker, à part du remplissage, ça n'apporte rien. J'adore la scène où Cyborg découvre ses pouvoirs, et je comprends totalement pourquoi Ray Fisher et Zack Snyder se sont battus pour finaliser cette séquence, car c'est le meilleur passage du film et de la carrière de Ray Fisher. Elle est bien menée, superbement jouée, elle a une belle imagerie, elle illustre parfaitement l'étendue des pouvoirs de Cyborg. Bon, le taureau et l'ours de Wall Street qui se bastonnent, c'est un peu con, mais on passe. Et surtout, Cyborg fait un truc qu'on ne voit pas assez dans les films de super-héros en général, aider les gens avec les problèmes plus humbles. C'est cool de montrer nos héros protégés. Oui, Cinématype, c'est du mauvais développement, clairement, on est d'accord. Mais en effet, ça apporte un élément au personnage, donc ça le développe, même si c'est mal développé. Protéger le monde contre des gros monstres, mais c'est bien plus touchant et rassurant de les montrer aider une mère célibataire à régler ses problèmes d'argent. On ne voit pas Spider-Man faire ça dans le MCU, quoi. Mais autant cette séquence est géniale, autant elle n'apporte rien à l'histoire principale. Cette scène, en plus, elle est vraiment fondamentale. Elle est vraiment fondamentale dans ce film, en fait. Parce que Cyborg, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire partie de l'équipe. Parce que avant qu'il fasse ça, là, avant qu'il y ait cette scène, il veut pas en faire partie, il veut se cacher, il se considère comme un monstre. Donc, mais en plus, mais c'est ça qui m'énerve vraiment, parce que c'est flagrant. Snyder ne fait pas un film ultra réfléchi, quoi. Il n'y a rien de plus basique. Le plus con des Américains peut le comprendre, ce film. Et lui, non. Je sais pas comment on gère l'éducation nationale en Corse, mais à mon avis, ça doit pas être le même budget que sur la métropole. Hein. Je vois pas. Hein. C'est fou. Ou alors juste lui. C'est incroyable d'être aussi con. Je veux dire, on a déjà des tas d'autres scènes qui montrent que c'est un bon gars et qu'il est très bon en hacking, mais sinon on sait toujours rien de sa personnalité et il n'a toujours pas d'arc. On voit qu'il aide des innocents. On ne comprend pas grand chose de sa personnalité. Donc la personnalité d'un gagnant qui fait tout pour gagner l'approbation de son père qui est toujours absent. Et donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il constamment se surpasse encore et toujours pour enfin gagner le regard de son père. Ah putain, mais tout ça est dedans, quoi. En plus, Snyder, vraiment, il y va avec des gros sabots parce qu'il te fait un plan sur une chaise vide et tu sais donc que c'est le père qui est absent, quoi. Il y a un besoin de reconnaissance paternelle là-dedans. Enfin, je sais pas, moi, putain, mais c'est évident tout ça. Et lui, il y voit rien, là. Soit il le voit et il fait de la mauvaise foi, soit il le voit pas et dans ce cas-là, il est complètement débile. Salut Hippie Bird. Salut à toi. Cool. C'est ce que ces cons sont censés faire. Et tous les passages dans l'espèce de palais mental de Cyborg sont tout aussi inutiles. On n'a pas besoin de voir une scène où la boîte mère est récupérée par les nazis, quoi. Encore mieux, la scène du match, elle dure trop longtemps pour transmettre qu'une seule info essentielle. Que Cyborg a des problèmes avec son père trop absent. Et c'est une adaptation.
Cette scène-là, elle est faite pour créer de l'émotion. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, Akora qui offre un abonnement. Mais qu'est-ce que c'est beau ça. Oh là là, mais il en a offert combien là? Sous le bout. Oh là là. Mais... incroyable, incroyable ce qui se passe ce soir. Franchement, là, merci beaucoup Akora. Merci infiniment. Je suis choqué parce que là, j'ai jamais... je sais plus quoi dire. Je suis toujours gêné avec ça, mais ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle que pour les gens qui sont sub, j'ai mis des petits emojis Captain Watch que vous pouvez utiliser. Amusez-vous avec dans le chat. Il manque juste celui pas content en rouge. Faudra peut-être que je le mette parce que ce genre de soirée est faite pour qu'on utilise cet emoji. Mais voilà, utilisez les Tiwachi. Merci beaucoup Akora, vraiment. On va continuer, on va continuer tout ça là. Donc, j'étais en train de parler de la scène de football. La scène de football, elle donne une information, c'est vrai, une seule information. Mais pourquoi elle est aussi longue? Elle est aussi longue pour montrer les capacités du personnage avant d'être un super-héros et pour véhiculer des émotions. C'est-à-dire que tout ça, montrer que waouh, il est super balèze et tout, c'est pour arriver au plan qui lui est vraiment fort. C'est-à-dire, waouh, il a gagné, tout le monde l'acclame et tout. Donc toi, t'es pareil, t'es galvanisé, tu te dis waouh, c'est génial ce qu'il fait. Et paf, on te tue avec un plan de la chaise vide. C'est pour créer une émotion que cette scène prend du temps et montre toutes les capacités du personnage en tant que footballeur. Et montre aussi pourquoi il est dégoûté après d'être devenu ce monstre. Parce qu'il avait du succès, parce qu'il avait un avenir. Et cet avenir a été atomisé par cet accident. Et c'est après qu'il va comprendre que c'est un accident, mais en même temps que c'est aussi une opportunité. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi il dit qu'elle est trop longue, parce qu'elle est là pour insuffler une émotion. Et tout est fait dans la mise en scène pour t'insuffler cette émotion. C'est incroyable à quel point il n'arrive pas à voir ça, quoi. Il est tellement habitué au clipesque de Marvel que dès qu'un film prend du temps, il considère que c'est mal. Non, mais je pense que c'est ça aussi, hein. Après, c'est des suppositions, mais il y a moyen. Adaptation case par case du comics Justice League de Geoff Jones. Encore une fois, c'est... Alors, case par case putain, il y a 2 cases là. Toujours un peu le bébé des producteurs qui ont foutu la Et merde. puis, regardez la case de droite. Je trouve quand même qu'elle est moins puissante que d'un point de vue cinématographique. Parce que dans le plan cinéma, c'est vraiment cadré sur le siège. Alors que là, sur ce plan-là, enfin sur cette case, on voit des gens autour, on voit des gens au-dessus et tout, qui se prennent en photo. Et donc, limite, le siège, c'est même pas ce que tu vois en premier quand tu balances ton regard sur la case. Donc là, pour le coup, le cadrage de cette case, il est mauvais et Snyder l'a un peu rectifié, j'ai envie de dire. Projet, hein. Le gros problème de Justice League, et ça tout le monde le dit, c'est qu'il essaye de faire toute la phase 1 de Marvel en un seul film. Et c'est justement pour ça que narrativement ce film est un tel bordel. Cette scène aurait eu sa place dans un film solo Cyborg, qui donnerait un meilleur sens narratif à toutes ces séquences. Genre la séquence du match serait mise en parallèle avec une scène d'action finale par exemple. Je comprends pas en quoi cette scène pose problème dans le film Justice League, parce qu'en fait finalement Cyborg, oui c'est vrai que je pense que il y a un problème avec Warner qui a voulu aller trop vite et qui aurait dû développer des moments, il aurait dû développer les films solo avant. Ça c'est vrai, je suis d'accord, mais en soi dans la narration de Snyder ça pose pas problème et même ça sert l'histoire. Parce qu'au moment de recruter les gens, justement, cette scène, elle est utile. Et je comprends pas pourquoi il dit que ce serait intéressant. Parce qu'en fait, quand il dit que ce serait intéressant de la mettre en parallèle avec une action finale dans le film, si ça avait été un film solo, putain, mais ça c'est vu et revu, quoi. Dans ce genre de scène où tu te dis,
waouh, mais le final il correspond trop à la scène qu'on a vue avant, en fait, c'est trop fort. Bah non, c'est pas trop fort, en fait, c'est vu et revu. Donc en fait, là, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir du réchauffé. C'est dommage. Par exemple, la mort du Dr Stone aurait eu un plus grand impact. Son arc. Pourquoi la mort du Dr Stone aurait eu plus d'impact dans un film solo que dans ce film-là? Sur son acceptation d'être un cyborg aurait été mieux amené et mis en confrontation avec un méchant un peu plus intime. Et quand tu vois ça, tu te dis que c'est con que Warner et DC aient annulé le film cyborg parce que... Et ça c'est pareil, je trouve ça dommage toujours de dire un méchant plus intime ou quoi, parce que le principe du super-héros c'est de s'accepter. Il n'a pas besoin d'un méchant en face de lui pour essayer de s'accepter en fait. Il faut qu'il passe par un chemin bien précis. Et Snyder a décidé que Cyborg, il passerait pas par la confrontation avec un méchant pour comprendre pour accepter sa condition. Non, lui il passe par autre chose, tu vois. Il passe par cette scène notamment avec son père. Et c'est beaucoup plus fort que d'affronter un Némésis. Parce que là c'est son père absent, tu vois, qui lui fait comprendre qu'il a des capacités de dingue. Et qu'il faut qu'il les accepte pour changer le monde. Il cherchait l'approbation de son père, donc son père, qui était toujours absent, lui donne enfin les armes pour lui dire « Écoute, tu peux être capable, tu peux le faire ». Et donc évidemment que là, il va avoir un déclic, parce qu'il a toujours attendu l'approbation de son père, et maintenant que son père lui dit « Tu es capable de faire des choses », bah évidemment qu'il va avoir un déclic. C'est quand même plus intéressant qu'avoir simplement le Némésis et qu'à la fin du film le héros dise « Oh là là, j'ai vaincu le méchant, je m'accepte enfin en tant que super-héros ». Non, ben non. C'est du réchauffé totalement. Parce que, s'il avait tout ça, ça aurait été sans problème un des meilleurs films du DCU. Encore une fois, ces scènes sont extrêmement... Et puis putain, mais là il est en train d'expliquer à un gars qui fait... Alors, encore une fois, Snyder, beaucoup de gens n'apprécient pas le côté CGI, tout ça, je peux le comprendre. Mais il est quand même en train d'essayer de faire la leçon à un gars qui a eu des succès, à un gars qui a une patte artistique, à un gars qui sait recruter ses scénaristes. Hein. David S. Goyer, c'est pas un broquignol. Donc là, t'as l'impression que MJ, il essaye de faire la leçon à un gars qui n'a pas grand-chose à apprendre de lui, quoi. Enfin voilà, c'est quand tu vois que le gars qui te fait la leçon, il est pas foutu de se faire une focale sur sa tronche, faut peut-être revoir les priorités, quoi. Puis remets-toi en question, MJ, hein, parce que tu dis toujours ouais, je me remets en question, je sais me remettre en question. Mais je t'ai jamais vu te remettre en question et je t'ai jamais vu t'excuser de dire toutes tes conneries. Hein. En fait, elles sont tellement excellentes qu'elles auraient mérité leur propre film. Mais dans Justice League qui raconte tout autre chose, eh bien ça rend service ni au film, ni aux scènes. Et c'est pareil pour d'autres scènes qui, en soi, sont bien, mais ne servent à rien. La chanson pour Aquaman, superflue. Oui, la chanson pour Aquaman, superflue et un peu longue, hein, ça je suis bien d'accord. Les préparations pour la flèche des Amazones, inutile. La scène où Flash sauve Aérie, bah non. La scène avec la flèche, c'est tout simplement pour dire que les Amazones ont des traditions. En fait, s'il y a une cérémonie comme ça, c'est juste pour dire que c'est une civilisation qui est très traditionnelle en fait. Et qu'elle va pas juste balancer une flèche parce que balancer cette flèche là c'est peut-être arrivé 2 fois dans toute l'histoire des Amazones. Donc évidemment il y a une cérémonie, il y a une tradition à respecter et c'est solennel. Les Amazones est une civilisation solennelle, tu vois, donc il faut quand même le représenter. La scène de Flash avec la saucisse, je suis d'accord, elle est pas ouf. Ridicule et inutile. Les 3 briefings de Steppenwolf à la secrétaire de Darkseid, qu'est-ce qu'on s'en branle? 4 plans différents sur la voiture des terroristes. Bah là c'est pareil en fait, les moments où il va parler au bras droit de Darkseid, c'est tout simplement pour montrer que lui, il a pas... c'est un sous-fifre encore, parce qu'il a pas... il va pas parler directement avec Darkseid en fait. Terroriste qui se gare, par pitié vire ça. Wonder Woman en mode Tomb Raider pour découvrir qui est Darkseid. Non seulement c'est long pour rien, mais en plus, pourquoi elle ne sait pas qui est cette menace galactique importante dans l'histoire des Amazones? Pourquoi elle le sait pas? Peut-être parce qu'elle se disait qu'il reviendrait jamais et que ça servait à rien de raconter ça aux gamines. Enfin tu vois, il y a plein d'explications pour dire que elle est pas au courant.
Son île où elle a vécu plus de 2000 ans protège une boîte mère, bordel! Et pendant qu'il perd son temps avec ses scènes inutiles, Snyder ne développe pas ses personnages, au point que certains comme Superman ou Lois, t'es surpris qu'ils sont toujours dans le film car t'as passé 2 ou 3 heures sans eux. Snyder a toujours... Mauvaise foi! La mauvaise foi à dire que t'as passé 2 ou 3 heures sans Lois ni Superman. Mauvaise foi totale. Et puis au bout d'un moment, si t'oublies qu'il y a un personnage dans un film de 4 heures, c'est peut-être que le problème il vient de toi. Hein. Peut-être un souci de mémoire. Hein. Toujours eu du mal à humaniser et créer une vraie alchimie entre ses personnages au cours de sa carrière. Ah oui, c'est vrai, MJ il a fait un court-métrage pour les lettres de l'angoisse. Très impatient de voir ça. Je vous avoue que je suis très impatient. Sauf dans Army of the Dead, mais ce film a d'autres soucis. C'était déjà un problème que même moi remarquais dans Man of Steel et Batman v Superman, que limite il compte trop sur le fait qu'on connaît déjà les personnages pour en avoir quelque chose à foutre de leur sort. Comme ça, il a pas à les développer dans le film lui-même. Même le Royaume de Gaoul, film pour enfants tout mignon avec des personnages avec des personnalités distinctes, il reste superficiel et leurs relations mal exploitées. Snyder essaye de donner l'impression que les personnages évoluent, mais en fait ça sort de nulle part. Que ce soit dans la... De quoi demain soir 20h45? J'ai pas suivi. Mais là c'est pareil, il démontre rien là, il balance, mais sans jamais balancer sans jamais avoir de preuves, sans jamais avoir d'arguments. La Whedon Cut ou dans la Snyder Cut, Cyborg décide tout d'un coup. Ah, la sortie YouTube des lettres de l'angoisse c'est demain. Ok. D'être un cyborg. On peut tout reconstruire, Victor. Te réparer. Je suis pas brisé. J'aime vraiment être en vie. Moi aussi. De la même manière que Superman décide trop brusquement de sacrifier Krypton pour sauver la Terre. Qu'en détruisant ce vaisseau, tu détruis aussi Krypton. Krypton a eu sa chance. Attends. Il est vraiment en train de dire que dans Man of Steel, Superman décide de détruire Krypton en un fragment de seconde. Le mec, il a bientôt 30 balais dans Man of Steel. Il a vécu toute sa vie sur Terre. Ses parents, pour lui, ce sont des terriens. Il a découvert bien plus tard qu'il était kryptonien. Il a compris que Krypton avait été mené à sa perte parce que Jor-El lui a expliqué pourquoi. Il a remarqué que Zod, c'était un gros fils de pute et qu'il fallait tout faire pour l'arrêter parce que sinon, ça allait devenir l'apocalypse. Alors que lui, il tient à la Terre et aux terriens parce que c'est sa planète. Hein, voilà, c'est sa planète d'accueil. Et il est en train de nous dire que Superman, il a décidé ça sur un coup de tête. Genre, il a jamais réfléchi avant. Mais il a toujours réfléchi à ça. Parce que de toute façon, la Terre, c'est sa terre d'accueil. Et il va privilégier la terre d'accueil à une terre où il a vu la naissance, mais dont il se rappelle pas. C'est Man of Steel, c'est Superman de manière globale. Ça a toujours été une référence à l'immigration, notamment parce qu'en plus, ça a été créé par 2 juifs qui, ont connu l'exil et tout. Donc, ça a toujours été un prétexte pour parler d'exil, d'immigration. Donc, Superman, quand il décide de renier ses origines extraterrestres, c'est la même chose que le petit Algérien qui a 6 ou 7 mois, qui débarque en France, qui n'a jamais connu l'Algérie parce qu'il n'est jamais allé au bled, et qui du coup, l'Algérie il s'en fout parce que lui il se considère français. Là c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que si le petit Algérien qui est arrivé à 6 mois, à l'âge de 30 ans, tu lui demandes s'il préfère l'Algérie ou la France, alors que l'Algérie il y a jamais foutu les pieds, je pense pas qu'il va te répondre l'Algérie. Hein, quand même. Donc au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils réfléchissent là. Pourtant, il se dit de gauche. Et il se dit de gauche parce que pour moi, il a des tendances fascistes, évidemment. Mais il se dit de gauche et il n'arrive même pas à comprendre ce principe d'intégration à une nation dans laquelle tu as grandi. Il n'arrive même pas à accepter ça, quoi. Il n'arrive même pas à le comprendre. Pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais t'es en train de refaire ma soirée. Après, on peut discuter, évidemment. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on raconte. Mais moi, je pense que là, quand il dit que Superman, il fait ça sur un coup de tête, je suis désolé. C'est pas du tout le cas.
Ou que Claude décide d'un coup qu'il veut bosser pour les méchants et sacrifier sa famille. Tu as l'occasion de rentrer chez toi. Je suis chez moi. Et oui, c'est pareil avec le coup de Martha. Bonne idée en soi, mais trop brusque et pas assez travaillé. Snyder sait réaliser de belles scènes, mais il ne sait pas vraiment raconter une histoire ou des personnages. Joss Whedon, par contre, c'est tout le contraire. J'étais d'accord avec lui sur le fait que Snyder il sait pas trop raconter les histoires et tout. C'est pour ça que pour moi, c'est David S. Goyer qui sait raconter les choses. D'ailleurs, il était pas sur Justice League et ça s'est ressenti quand même. Mais dire derrière, par contre, Whedon il sait le faire. Ne prends pas l'exemple de Justice League pour dire qu'il sait le faire. Hein. J'espère qu'il va pas prendre l'exemple de Justice League. Batman n'a aucun arc dans la Snyder Cut, il se contente de faire des trucs pour sauver le monde. Là où Whedon lui donne plus de scènes où il fait face à ses limites, à ses obsessions et reconnaît ses torts. Est-ce qu'on n'avait pas déjà ça dans BVS? Un Batman qui fait face à ses limites, un Batman qu'on voyait déjà fatigué, qu'on a déjà vu avec beaucoup de blessures dans BVS, un Batman en bout de course. Est-ce qu'on l'avait pas déjà vu? Donc est-ce que Whedon finalement il est pas en train de dire je vais répéter ce qui a déjà été fait? En fait depuis le début, quand MJ dit que Whedon a fait un truc de bien, eh ben il est tout simplement en train de prendre des exemples où en fait Whedon ne fait que répéter ce qui a déjà été dit auparavant par d'autres personnes. Mais en quoi en plus? Parce que l'autre a pris une autre direction, c'est forcément mieux. Ouais, ça après. Créons une meilleure dynamique avec Diana. Diana qui n'est qu'une porte-flingue et une messagère dans la Snyder Cut. Elle se contente de suivre le reste du groupe sans rien apporter de plus. Là où Whedon lui donne un rapport conflictuel qui la met face à des problèmes de deuil. Et elle a une relation... Problème de deuil, bah justement c'est ultra chiant les problèmes de deuil. On parle quand même. Parce que Steve, on parle d'un mec qu'elle a rencontré au bout de 2000 ans d'existence, avec qui elle a ken pendant quelques semaines, qui est mort. Il y a de ça 70 ans, même pas, 90 ans, 100 ans, 100 ans avant les événements de Justice League, et qui est toujours en train de dire « Oh là là, mon Steve, je t'aime. Putain, 2000 ans sans connaître deux mecs, elle en rencontre un et elle n'arrive pas à l'oublier pendant 100 ans. Et en plus de ça, il en rajoute une couche derrière Whedon avec son Steve là. Oh là là. Non, le deuil c'est pas chiant. Le deuil est chiant quand t'as l'impression que la meuf elle est bloquée là-dessus quoi. Comme si elle était dépendante du mec constamment. Parce que c'est ça en fait, hein. Wonder Woman dans le Justice League de Whedon et dans Wonder Woman 84, c'est une meuf dépendante d'un mec. Elle veut pas sauver l'humanité parce qu'elle veut rester avec son copain. Voilà, copain qu'elle avait pas vu depuis 100 piges. C'est... elle est indépendante la guerrière, hein. Waouh. Certes superficielle, mais un peu plus... Ouais, c'est ça, exactement, Jason, tu vois, on a dit ça en même temps, et je suis totalement d'accord. Et puis porte-flingue, non, c'est clairement pas ça, hein, c'est clair. Elle expose aussi la légende de Darkseid, elle sert clairement à ça. En fait, Wonder Woman, elle sert à faire la passerelle entre la mythologie et le présent, en fait. Développé avec le reste du groupe. La scène où Aquaman s'assoit accidentellement sur le lasso magique, c'était le seul moment où l'équipe avait une dynamique familiale. Et ça permet aussi de créer... pareil, est-ce que la dynamique familiale, elle est intéressante à ce moment-là? Parce qu'on parle quand même de gens qui ne se connaissent pas très bien, et puis d'un coup, c'est comme s'ils étaient potes depuis toujours. Là où Whedon avait quand même réussi, bizarrement dans Avengers, à faire d'abord que les mecs ne pouvaient pas se saquer entre eux, et qu'au fur et à mesure, ils ont appris à communiquer et à travailler ensemble. Là, dans le Justice League de Whedon, c'est on fait équipe. Ouais, je te connais pas. Ouais, mais moi non plus, mais on peut être copains. Ah ouais, on va être copains. Ouais, c'est bon, on est copains. Waouh. Ils sont bien développés les personnages, dis donc. Un arc pour Aquaman dont le seul arc dans la Snyder Cut était bouge-toi le cul. Arc réglé en moitié de film en plus. Là où Whedon met l'accent sur son ouverture au reste du groupe. Flash a peut-être un dialogue pas drôle sur le brunch et du fist bump, mais au moins ça met l'accent sur son rapport aux autres et son besoin de sociabiliser. Là où la Snyder Cut le limite à un comic relief pratique et bâcle son arc en un j'ai trouvé un bout.
Là, il est de mauvaise foi, encore une fois, parce que tu vois qu'il essaye de s'intégrer à la Ligue chez Snyder, notamment au moment où ils vont déterrer Superman. Tu vois que lui, ses affinités, elles sont beaucoup plus avec Cyborg, parce qu'ils ont à peu près le même âge et tout, qu'il essaye de dire des trucs, mais que Cyborg, il dit, mais mec, tu te rends pas compte, au moment où il dit, tu crois que Diana, elle aime bien les petits jeunes, un truc comme ça. Certes, c'est un côté un peu relou, qui est typique de Flash d'ailleurs. Et puis, d'un autre côté, ça veut dire qu'il essaye de s'intégrer, mais qu'en même temps, il n'y arrive pas nécessairement parce qu'il fait toujours des gaffes en fait. Donc il n'y a rien de... Flash n'est pas un scientifique de génie dans la Snyder Cut. Ça n'a pas été trop montré dans la Snyder Cut. Il le montre à la fin, là c'est l'image qu'il montre, avec quand il va travailler chez les flics. Mais... Enfin si, en fait je suis con, parce que bien sûr que c'est un scientifique de génie, parce qu'en fait c'est lui qui crée lui-même son costume. Donc en fait j'ai des conneries. Ça a été montré. Boulot. Bon, le coup du brunch reste naze, encore une fois, difficile de faire mieux dans ces conditions. Mais par contre, le fist bump, c'était assez malin la façon dont il a repris ce détail de la Snyder Cut. Ça donne plus de satisfaction émotionnelle au truc. C'est pas grand chose, mais au moins on sent que les relations avancent. Eh bah, qu'est-ce que je disais L'affiliation et le côté copain-copain avec Cyborg, on l'a vu avant. Voilà, on l'a vu au moment où ils vont déterrer Superman. Voilà. Flash a plus d'interactions amicales pour le montrer progressivement devenir ami avec Cyborg ou Batman. Notamment avec un de mes échanges préférés, quand Flash panique à l'idée de combattre des aliens dangereux et qui ne sait pas quoi faire. Sauve-en un. Ne dis rien, ne te bats pas. Entre et sors une personne. Et ensuite Tu sauras. Et justement, la suite, il en sauve d'autres. C'est un bon petit moment. Il y a même... Donc il dit que Flash il sert strictement qu'à faire des blagues et tout, et là il te montre une scène où justement on te montre un Flash qui ne sait pas, qui a peur en fait, qui est pas à l'aise avec cette image, et qui voit en Batman une figure paternelle, une figure de mentor. C'est une petite scène rapide, certes, et comme il dit, elle fonctionne bien, et elle a un intérêt, et Flash sort de son côté comic relief. Et c'est fou à chaque fois de toujours dire quelque chose, de prendre un exemple, et que cet exemple contredise ce qu'il raconte. C'est dingue. C'est dingue ça en fait. C'est à croire qu'il comprend même pas les exemples qu'il choisit quoi. C'est-à-dire que même quand il veut faire de la mauvaise foi, il n'y arrive pas parce qu'il prend des scènes qui le contredisent lui-même. C'est génial. Hein. Des trucs qui sont de vraies corrections. Par exemple, ça me met sur le cul que la Ligue met en place un plan pour bafouer les lois de la nature et utiliser une technologie inconnue créée par une force du mal pour ressusciter Superman, et tout le monde est genre, ok. Sérieux ? Ça, c'est vrai que j'aurais voulu un peu plus de débat à ce sujet-là. Là, pour le coup, je peux pas lui donner tort, c'est vrai, c'est juste, ok, bah on va le faire. Heureusement, il y a rien qui gêne dans cette décision. Tout ce qu'on a, c'est Aquaman qui dit au dernier moment c'est pas une bonne idée, et l'IA de la forteresse de solitude qui envoie une prédiction du futur apocalyptique à Cyborg. Comment elle peut voir l'avenir ? Mais pourquoi il y a tant de personnages qui peuvent voir l'avenir ? Whedon a corrigé ça en une scène de débat entre nos héros qui a pour seul défaut. Est-ce que le fait qu'ils aient tous des visions, c'est pas un bug de Flashpoint du coup ? Le problème c'est que Flashpoint va sortir beaucoup trop tard comparé à Justice League. Un fond vert dégueu, parce que le reste, il dégage l'exposition inutile avec les nazis et tout, résume tout ça en quelques phrases suffisamment claires, et il montre que l'idée de ressusciter... J'ai pas parlé de Flash qui a peur des paradémons, j'ai parlé de Flash qui a peur de se confronter à son statut de héros. C'est-à-dire qu'il a peur de mal faire, et qu'il a besoin d'un mentor, et qu'il retrouve le mentor à travers Batman en fait. C'est sa figure, c'est son père de substitution, dans le sens où son père à lui, il est en zonzon, tu vois. Et donc il faut quelqu'un qui lui serve de mentor. Donc non, je parle pas d'avoir peur de paradémons juste pour le lol, d'avoir peur de paradémons. Je parle vraiment
d'avoir peur en ses capacités, de ne pas avoir confiance en soi en fait. Superman ne fait pas l'unanimité. Wonder Woman et Aquaman sont clairement contre, et c'est normal, ils sont très liés à la mythologie grecque, donc jouer avec ça, c'est jouer avec leur... Oh putain. Aquaman très lié à la mythologie grecque. En soi, oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai. Leur croyance sur la vie après la mort. Flash est clairement effrayé par l'idée mais n'a pas le caractère nécessaire pour se faire entendre, allant avec son manque de sociabilité. Cyborg comprend l'idée et est partant, et Batman, lui, fonce tête baissée dans le projet, allant avec son côté obsessif et sa quête de rédemption. Et pourtant, même lui est conscient du danger et prépare un plan utilisant Lois. Là où dans la Snyder Cut, il a aucun plan et se retrouve comme un con face à un Superman maboule. Même la motivation pour ressusciter Superman est mieux. La rédemption de Bruce est ramener l'espoir. C'est mieux que... Il n'y a que Superman qui peut tuer Steppenwolf. LOL, seul Superman peut tuer cette petite merde. Il y a aussi pas mal de... Alors, là c'est pareil, avant que Aquaman puisse le transpercer, il a fallu quand même que Superman il lui tape pas mal sur la gueule. Hein. De bonnes idées pour accélérer la narration sans pour autant sacrifier la fluidité. Enlever quelques secondes en trop de tel ou tel plan, enlever quelques scènes de ralenti qui servent à rien. La séquence de la Snyder Cut où Aquaman sauve un pêcheur, fait une pub de bière, offre un caméo ridicule. C'est pas faire la différence entre un alcool fort et une bière, lui. Willem Dafoe et tout, est nul à chier et méritait d'être supprimé. Car non seulement ça ne sert à rien, c'est long pour rien et le dialogue avec Willem Dafoe est juste du teasing mal écrit pour le film Aquaman. Ce qui me fait penser, vous voulez toujours décanoniser Aquaman? Et comment? Cette daube trahit le style de Zack Snyder pour du Marvel-like et offre du boulot à cette connasse d'Amber Heard. Mais du coup, si vous décanonisez Aquaman, ça amenuise encore plus la Snyder Cut. Vu que du coup, cette scène tease un truc qui n'a pas de suite. Salut Austin Powers et bienvenue ouais, c'est un petit peu comme si ce film était en fait un énorme panneau publicitaire pour des films que vous aimez pas. Et oui, Dr Glitch, il nous a refait un homme de paille, mais déjà décanoniser Aquaman, je suis même pas sûr que les gens ils utilisent le mot canoniser ou décanoniser pour parler d'Aquaman, mais bon, soit. Je veux dire, Snyder a donné plus de scènes à Amber Heard que dans la Whedon Cut là. Ah oui, merde. Du coup, on boycotte la Snyder Cut pour avoir donné du travail à Amber Heard, ou on soutient Aquaman pour donner sens à un passage de la Snyder Cut? Et si vous fermiez vos gueules? Eh oui. Ah, c'est bizarre, j'allais le dire aussi. Mais pas seulement pour les hommes de paille, hein, juste pour MJ aussi. Tes oreilles souffrent, Akora. Je suis bien conscient et j'en suis désolé. Dis-toi que... dis-toi que de mon côté, les subs que tu as offerts amenuisent ma souffrance. Je me dis que ce soir, on n'a pas fait ça pour rien. On a fait ça pour la beauté du cinéma, mais aussi pour la beauté des subs. Et ça, bravo. Mais on a encore presque 40 minutes. On n'est pas sorti de l'enfer. Whedon a corrigé ce passage en enlevant le caméo nul de Willem Dafoe et en rajoutant un petit dialogue au pêcheur. Et boum, ça fait lien avec la scène suivante où Aquaman affronte Steppenwolf. Donc tu gagnes du temps et tu donnes un but narratif à la scène. Même le passage pub de bière devient une scène où il se décide enfin à passer à l'action. Il y a des tas de petits raccourcis malins dans le genre. Il perd pas son temps sur un archéologue français Osef. Alors je vais... Alors le coup de... Alors là il dit que c'est français Osef machin, mais ça montre quand même que Wonder Woman a beaucoup de culture, voilà, qu'elle sait parler plusieurs langues, qu'elle sait s'adapter, que c'est une femme du monde, qu'elle aime découvrir, qu'elle aime voyager. Ça montre beaucoup de choses cette scène, elle est simple, et pourtant ça montre que, voilà, elle est liée à l'histoire, c'est évident, parce que c'est une Amazone, mais elle est multiculturelle. Et en même temps, ça la renvoie aussi à sa propre culture, vu que là, on est sur une statue qui est plutôt Renaissance ou Antiquité. Et donc, du coup, ça se ramène à la manière dont on pouvait montrer et représenter la beauté à ces époques-là, en fait. Donc, elle n'est pas anodine, cette scène. Et encore une fois, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez en se disant « Oh, mais ça sert à rien, on la voit restaurer un objet. » Et le DCU... même Warner on a un peu strictement rien à cirer parce que le Batman
en fait, maintenant, ils sont partis sur une idée de multivers. C'est pour ça que dans le Arrowverse, à un moment, on voit le Flash, Garrett, je sais plus qui, là, enfin le Flash de CW, qui rencontre Ezra Miller dans le crossover Infinite Crisis. Crisis on Infinite Earth. Voilà, on les voit se croiser, donc ça lie les deux univers. Le Batman de Matt Reeves se passera dans un autre délire. Flashpoint, ça va être du multivers. Donc oui, ils ont un peu abandonné cette idée de DCU qui est censée se raccorder en fait. Ils vont plutôt faire des films chacun de leur côté. Joker, c'était de son côté aussi. Donc oui, on en a en fait, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que maintenant le MCU, ça fait déjà un moment que ça tourne en rond, que ça sait plus quoi raconter, qu'à chaque fois ils essayent de faire un truc, mais tu te rends compte que ça devient vite incohérent. Je comprends pas les gens qui arrivent encore à croire que le MCU est cohérent. Et donc au moins d'ici, Warner peut se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent faire un nouveau Batman jeune, bah vas-y balance. Ils veulent faire un Flash avec un ancien Batman et un nouvel univers qui peut connecter les autres. Allez, pourquoi pas. Shazam, voilà, ils font un film Shazam qui sera peut-être pas nécessairement lié, mais qui aura peut-être une petite connexion bidon sans plus quoi. Mais au moins t'es pas obligé de te taper tous les films non plus quoi. Et en plus de ça, ils se suffisent à eux-mêmes. Qui pleurniche pendant une bonne minute pour que Diana découvre la nouvelle des ruines grecques en flammes. Non, enchaîne direct avec Diana qui entend la news. Fin, pas besoin de rajouter ce mec. Remplacer Darkseid dans le flashback par Steppenwolf, déjà clarifie la motivation de Steppenwolf, qui est de se racheter pour son échec, sans le ressortir 3 fois en briefing nul. Et surtout, tu mets pas un caméo gratuit d'un personnage qui est censé être le grand méchant de ton univers cinématographique, mais qui se fait maraver de façon humiliante dans sa première scène, cassant toute crainte qu'il pouvait susciter. Et puis on a déjà un gros bourrin en synthèse moche à la grosse voix et sans personnalité, on n'a pas besoin de 2 et encore moins 3. Vous savez qu'à la base, Desaad il ressemble à ça? Et que Steppenwolf il ressemble à ça? C'est quoi ce besoin de faire de... Pourquoi il a pas pris les comics plutôt que les versions Justice League animées? Parce que encore une fois c'est pareil hein. Selon le dessinateur, selon l'univers, que ce soit Terre 1, Terre 2 ou je sais pas quoi, tu peux constamment changer le design d'un personnage. Donc en fait, c'est caduque encore comme argument, tu vois. C'est débile. De tous les mecs de Darkseid, des trolls des cavernes. Il accomplit même l'exploit de faire de Superman un personnage, et c'était pas gagné vu le peu que le film lui a donné. Pour dire, Superman a 3 fois plus de dialogue dans la Whedon Cut que dans la Snyder Cut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut strictement rien dire, ça. C'est pas parce qu'il a plus de dialogue qu'il est plus intéressant. Au contraire, putain. En plus, Snyder, on parle quand même d'un gars qui passe par l'imagerie, Snyder, tu vois. Il a pas besoin de te faire du blabla constamment, il te montre à l'image et puis c'est tout, on n'en parle plus. Putain, dans ce cas-là, tu vas reprocher, je sais pas, allez, allons vraiment loin. On va reprocher à Terrence Malick de pas mettre de dialogue et de faire du contemplatif. Je sais pas, moi, au bout d'un moment, le cinéma, c'est surtout une histoire d'image. T'es pas obligé de faire du dialogue tout le temps. À la base, il n'y avait même pas de dialogue, putain. Qu'au bout d'un moment, bordel. C'est complètement débile comme argument. Parce que moi, je peux blablater pendant 1h30 de film. Je serais peut-être moins intéressant qu'un personnage qui aurait dit 2 phrases. Parce que l'écriture de mon personnage aurait été pourrave pendant 1h30. Tu sens bon? C'était un grand dialogue, Morgan son ciné. Ouais, ça c'était dans la version Whedon justement. Hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont changé ça. Je crois que c'était parce que ça collait pas avec l'histoire. Voir, il en a plus que dans Batman v Superman. La scène d'intro avec les gamins qui interviewent Superman, on retient que la moustache d'Henry Cavill, et c'est dommage car c'est une bonne idée. Il met en place le sentiment de deuil pour le personnage et pour la... Eh ben, je vais expliquer quelque chose. Hein. L'histoire de deuil, je l'ai dit tout à l'heure. L'histoire de deuil, elle a beaucoup plus d'impact avec le cri qui traverse, qui fait des kilomètres et des kilomètres, qui balance la souffrance de Superman et l'impact que cette souffrance de mort va avoir sur le monde, sachant que BVS avait déjà fait une iconisation très christique. Donc,
on n'a pas besoin de cette scène à la con là. Encore une fois, une scène qui est là si t'es trop débile et que t'as toujours pas compris que Superman ça allait avoir un impact, tu vois. Encore une fois, Whedon il est en train, enfin Whedon et Warner, hein, je dis pas que c'est que Whedon le problème, mais là encore ils sont en train de te dire, les gens sont vraiment très 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 débiles. On ne peut pas leur faire de l'iconisation, on ne peut pas leur faire juste des images, parce que les images qui bougent, ils comprennent pas, il faut des images qui bougent et des gens qui parlent pour raconter ce qu'on voit dans l'image. Hein ? Attention, parce que le spectateur, il est débile. Parce que le spectateur moyen, c'est MJ. Et donc il faut du blabla, sinon MJ il comprend pas. Parce que MJ, il a pas compris que le cinéma, c'était pas des bulles de dialogue, voilà. C'était de l'image. Et l'analyse d'image, ça fait combien de temps qu'il est sur YouTube, lui, qui parle cinéma et il sait toujours pas faire une analyse d'image, enfin... Bref. Pour la première fois, Superman a l'air humain dans cette trilogie. Pour la première fois, Superman a l'air humain dans cette trilogie. Oh putain, mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Man of Steel, c'est le film qui raconte en quoi il est humain. Comment il va passer de simple humain qui cherche sa place à Messie qui cherche sa place en tant que Messie. Et BVS, c'est le Messie qui est sur lequel on doute. Et à chaque fois, que ce soit Man of Steel ou BVS, il y a toujours ce rapport entre Superman et Clark Kent, le Kryptonien et l'humain. Et ça passe notamment par les liens qu'il a avec l'humanité, les liens qu'il a avec Lois Lane, les liens qu'il a avec ses parents, les discussions qu'il a avec sa mère. Donc ça en fait quelqu'un d'humain et pas toujours quelqu'un de surpuissant. À chaque fois, on nous montre que Superman est parfois dépassé parce que il a aussi des codes humains. Donc c'est complètement con de dire que c'est la première fois qu'on lui donne de l'humanité dans cette trilogie. C'est faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, dans BVS, on te montre que Superman, qui lui est kryptonien, finalement a peut-être beaucoup plus d'humanité que Batman, qui se comporte de plus en plus comme un fasciste. Donc c'est ça qui est montré dans BVS. Donc qu'ils viennent pas me dire que là encore, attention, on n'avait jamais montré Superman comme un humain. C'est incroyable d'être autant de mauvaise foi ou de ne rien comprendre en fait. Dans sa façon de parler, pas physiquement. Même dans le reste du film, il a une alchimie avec son entourage, que ce soit Lois ou même Cyborg et Flash. Il sourit amicalement, il a vraiment l'air d'un bon gars. J'aime d'ailleurs la blague de « je veux mourir », car nos héros décompressent enfin et laissent leur personnalité sortir. Et on voit une connexion se créer entre les deux ressuscités du groupe. Même la mort du Dr Stone, putain que cette scène était conne. Ouais, c'est mieux de montrer les gens tenter d'arrêter Steppenwolf quand il essaye de voler à la Mother Box, au lieu de juste faire genre « ah merde, il a pris la box pendant qu'on regardait ailleurs ». Mais de l'autre côté, t'as le Dr Stone qui se sacrifie bêtement avec une mort plus ridicule que celle de Jonathan dans Man of Steel. Je veux dire, garder cette tronche quand tu te fais aspirer par une tornade, c'est déjà pas ouf, mais là il se fait désintégrer par un laser, il se fait transpercer tout le corps, il fond, bordel de merde. Et sa réaction? This is fine. Je fonds. C'est pas faux. Mais quel monde. Et pourquoi il se sacrifie? Pour irradier la Mother Box pour qu'il puisse être facilement détecté. Donc pourquoi tu t'es mis dans le caisson? On n'est pas dans Fallout là. Tu pouvais faire ça sans te sacrifier en fait. T'as même pas ralenti. Alors là, peut-être qu'il s'est mis dans le caisson pour essayer... Oui, alors oui, sa pinaille à fond, parce qu'il a rien d'autre de plus à dire. Mais peut-être qu'il se met dans le caisson parce qu'il se dit qu'il y a peut-être moyen que le caisson le protège quelques secondes de plus pour éviter que l'autre y récupère la télécommande, tu vois. Notamment. Ou alors, peut-être aussi que le personnage, il a beaucoup trop de pression parce qu'il se dit putain, tout ça c'est de ma faute et donc il décide de se suicider, tu vois. Parce que bon, ce monsieur là, il y en a marre, hein. Il crée les Terminators, il fait de la merde avec la Mother Box. Au bout d'un moment, faut qu'il arrête, hein. Faut arrêter de lui donner des rôles de scientifique parce qu'il fait des bêtises tout le temps. Wolf en faisant ça. Et puis genre la Ligue avait besoin de ça pour savoir que Steppenwolf est dans le machin rouge fluo facilement détectable par satellite. Et créé par Chris Terrio. Alors oui, tout ce que rajoute Whedon n'est pas forcément de l'or en barre. La scène où Batman chope à Paradémon est correcte, mais sert vraiment de tremplin incohérent pour lancer Batman sur la piste des boîtes mères. Et c'est encore une reproduction d'une scène de la BD de Geoff Jones. Qui d'ailleurs était un très mauvais reboot de Justice League. On critique. On va pas en parler de New 52, hein.
Bon, bref. Whedon, mais finalement c'est surtout Geoff Jones qui a foutu le plus de merde. Le filtre de couleur peut être parfois baveux, pas mal de gags rajoutés sont pas ouf. Parfois baveux. Bizarrement, quand il s'agit de reprocher des trucs à la version Whedon, il est dans la nuance. Hein. C'est pas parfois baveux, je suis désolé, t'as l'impression que Batman il a fait des séances UV. Sa Batcave dedans, t'as des trucs pour faire du bronzage là, des cabines de bronzage, sans déconner. Ouf, le fanservice est moins, tu dois connaître par cœur le comics pour comprendre ce qui se passe, mais quand même gratuit. Même moi je trouve dommage de pas garder le côté dramatique dans la mort des Amazones durant la première attaque de Steppenwolf. La scène au Daily Planet fait assez tâche avec le ton et l'histoire. Le climax, c'est con, car Whedon fait de son mieux pour développer vite fait la coalition du groupe, mais toute tentative amène son lot de soucis en termes de rythme et de tension. C'est con car ce sont les seuls moments où Superman développe une relation avec eux. Même le rajout de la famille russe était une bonne idée en soi, montrer que pour nos héros sauver des gens est aussi important que de péter la gueule du méchant. Mais pareil, ça éparpille le climax plus qu'autre chose. Et du coup, si cette ville est habitée, Batman et Aquaman démolissent des bâtiments habités. C'est dingue ça, on revient au truc qu'ils ne voulaient pas répéter dans Man of Steel, con de Warner. Et certains rajouts de dialogue le foutent un peu dans l'impasse. Genre, faire parler Superman durant la confrontation avec la Ligue, pourquoi pas, mais... Du coup, Lois qui réagit quand il parle enfin ne marche plus. Courage Néo-Cosmique. Mais c'est quand même un beau petit moment qu'il faut garder, donc... Tu sens bon? C'était pas le cas avant. Alors c'est marrant parce que j'aime bien ce petit dialogue. C'est ridicule. Oh non mais... non mais sérieux quoi, putain. Ah putain. Ah j'aimais bien ce dialogue parce qu'au moment où elle dit elles sont bons, c'est parce qu'on a compris qu'avant elle allait renifler son cadavre et du coup ça puait le mort. J'en ai marre. J'en peux plus. On est même pas à la moitié. Ridicule, ouais, mais ça va avec le tourbillon d'émotions de Lois qui sait pas quoi dire devant le miracle de retrouver l'homme qu'elle aime. Si ce dialogue est si ridicule, c'est surtout à cause de la comparaison avec la Snyder Cut. Ce qui est... Non. Si ce moment est ridicule, c'est pas parce qu'on fait la comparaison avec le Snyder Cut, hein, parce que avant que le Snyder Cut sorte, on était déjà en train de se foutre de la gueule de ce dialogue. Hein. Assez parlant, non? Et puis aussi, qu'en est-il des défauts qu'on retrouve dans les deux films? La Snyder Cut n'a pas de défaut. Avis pas du tout biaisé par un mec qui a fait un... Et allez, vas-y, refais ton homme de paille qui ne trouve pas de défaut à Snyder. Même moi qui ai fait un mémoire sur Snyder, qui aime beaucoup le mec, j'ai dit que le Justice League de Snyder avait des défauts. Donc à un moment donné, faut arrêter de nous faire passer pour des extrêmes, parce que l'extrême dans l'histoire, c'est toi, espèce de gros fasciste. Donc arrête 2 minutes avec tes hommes de paille et avec tes scénarios à la con, qui ne veulent strictement rien dire et qui te confortent dans l'idée que tu es un justicier, alors qu'en fait t'es qu'un putain de nazi. Un véritable culte autour du réalisateur. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est quoi ce logo là? Non, je fais pas x2 parce que sinon je vais peut-être rater des... L'œil pour montrer qu'il a une meilleure vision. Des la tortue pour montrer qu'il porte sur son dos une édifice. Et le sablier... C'est parce que Snyder fait des ralentis tout le temps. Et le sablier, voilà, ferme ta gueule. Voilà, le sablier c'est parce que t'es trop long quand tu l'ouvres. Alors vas-y, on avance. Malgré toutes les modifs de Whedon, Warner et DC, c'est physiquement impossible que tout soit nul dans une version et que tout soit bien dans l'autre. Ça reste conceptuellement le même film. Donc les qualités et les défauts d'une version... Ça reste le même film. Encore un con qui dit que ça reste le même film. Putain, ça m'énerve ça m'énerve. En plus, comment il arrive à dire que c'est le même film alors que là, sur les 25 minutes, il a parlé que 5 minutes du film en fait, hein, dans sa globalité. Et la première partie, comment avec tout ce qu'il a dit pour différencier les deux, il arrive à dire que globalement c'est le même film. Se retrouve forcément dans l'autre. L'équipe est mal développée dans les deux films. Whedon fait au mieux, mais il n'y arrive pas à la perfection. Et non, les 4 heures n'en font pas de grosses différences quand ces 4 heures sont consacrées à de l'exposition et des détours. Spider-Verse en 2 heures a bien mieux développé son équipe de super-héros que Justice League en 4 heures. Et pourtant, il y avait une centaine de trucs à développer dans ce film. Donc ce n'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question de savoir-faire et de priorité. T'as des blagues moisies dans les deux versions, t'as Flash qui... Flash sur Wonder Woman dans les deux versions. T'as des soucis liés à la précipitation de Warner. Attends. Parce que, quand même, dans la version Whedon, on parle d'un Flash qui tombe dans les boobs de Wonder Woman. Hein, c'est pas le mec qui la trouve attirante. Tu vois, c'est le mec qui est tellement con
que Whedon se dit ça va être rigolo qu'il tombe dans ses boobs. Je l'ai déjà fait dans Avengers. Allez, si je le refaisais avec Wonder Woman, parce que les bonnes meufs, on aime bien plonger dans leurs gros nichons. Voilà, c'est un peu ça que Whedon a fait dans cette histoire. Et DC pour avoir leur Avengers au plus tôt dans les deux versions, la Cyborg qui perd le contrôle de son bras pour provoquer une scène d'action gratuitement dans les deux versions, t'as des dialogues pourris dans les deux versions, limite pire dans la Snyder Cut car Cristerio n'est pas du tout Whedon pour ce qui est d'écrire des dialogues. Si vous ne pouvez pas terrasser le taureau en furie, n'agitez pas votre cape rouge sous son nez. Cette cape rouge, on peut l'agiter parce que cette cape rouge ne recule pas. C'est tout ce que t'as dans le ventre? Oh non. Il arrive même pas à comprendre une métaphore. Putain. La cape rouge, c'est celle de Superman. Donc la cape rouge, c'est Superman qui recule pas. Putain. C'est incroyable d'être aussi débile. Loin de là. En plus, c'est con, tu gardes ce dialogue ridicule dans la seule version où il porte pas de cape rouge. Oh là là, la mauvaise foi totale là. Comment tu veux que de toute façon Batman sache en plus que Superman va débarquer avec un costume noir? Non mais sérieusement quoi. Il balance que des petits défauts, enfin des défauts. Il trouve plein de petits trucs à redire, mais même ces petits trucs à redire là où il pignaille, ça sert à rien parce que c'est débile, ça tient pas la route. Cette grenouillère noire, on peut l'agiter, car cette grenouillère noire ne recule pas. Mais qu'est-ce que vous racontez, maître Bruce? Vous avez encore fini la Batcave à vin? Ouais, c'était plus classe dans ma tête en fait. La Wonder Woman qui, pour je ne sais quelle raison, appelle Superman de son nom kryptonien dans les deux films. Kal-El, non! Ça c'est vrai que c'est con, parce qu'à un moment il va l'appeler Clark. Pourquoi? Elle devrait pas plutôt l'appeler Clark? Non, mais si elle fait ça, elle risque de faire fuiter l'identité de Superman. Non, mais ouais, t'as raison, c'est sûrement pour ça. Je veux dire, c'est pas comme si elle disait son nom à des moments où il y a pas de civils. Et c'est vrai que c'est sympa de faire gaffe à pas crier son nom devant des civils, pas vrai, Batman? Clark, non. Et pas vrai? Après, bon. Clark, c'est quand même un mot. C'est comme s'il s'appelait. Philippe, Pascal, Patrick, enfin tu vois, c'est tellement random. Et il y a 2 flics derrière. Donc c'est pas non plus trop grave. Tout le monde ne connaît pas Clark Kent, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, Loïs. Clark. Ah, mais ils sont nuls en vrai. Non, sérieux, rien que le tout début du film, t'as ça. Bonjour, je m'appelle Bruce Wayne, voici ma carte de visite. Je cherche des super-héros pour créer une ligue de justiciers. Il leur donne sa putain de carte de visite. Tu con. Même s'ils captent pas que t'es Batman, ils vont comprendre que t'es lié à la Justice League. Et même Détective Mickey pourra déduire que t'es Batman. Même Luthor, ça semble... Pourquoi ils vont déduire automatiquement que c'est Batman? Ça peut être un philanthrope qui va payer pour avoir sa Justice League, tu vois. Enfin, et en plus de ça, il y en a pas un seul qui parle anglais là-dedans. Oui, puis c'est vrai, les Inazik, t'as raison. Elle dit Clark pour le calmer. Elle espère qu'en disant Clark, ça va lui faire tilt en fait. Et puis quand t'es en moment de panique comme ça, tu pars sur les réflexes habituels, quoi. Pas le gêner qu'il sache son identité secrète car il l'épargne à la fin de Batman v Superman. Et du coup, devinez quel est le premier truc que Lex fait une fois sorti d'Arkham? Il se nomme Bruce Wayne. Ah, la seule chose que j'aurais trouvé intéressante ce soir, c'est d'entendre Donald Renew dans mes oreilles. Ah, Donald, pense à toi. Bah évidemment que c'était le premier truc qu'il allait faire, tu croyais quoi, connard? Ça amène même à la question, pourquoi avoir épargné Luthor? On a vu que le meurtre ne gêne pas nos héros, donc vraiment, pourquoi prétendre qu'il est meilleur que ça? Pourquoi il n'a pas tué Luthor pour protéger son identité? C'est un peu le problème conceptuel de Batman qui tue dans cette histoire-là. Si Batman n'a aucun souci à tuer des criminels, comment Luthor et Joker peuvent être toujours en vie? Est-ce que c'est pas Superman qui lui a fait comprendre qu'il avait dépassé les bornes en fait? Est-ce qu'il a vu tout Batman v Superman ou il a juste regardé la scène de fin là, avec Luthor? Il a regardé le film avant? Salut Delaz. Est-ce qu'il a regardé le film avant? Parce que finalement c'est ce que raconte BVS, c'est comment ramener aussi Batman sur le droit chemin en fait, au détriment de Superman qui va mourir, tu vois. Et parce qu'à la fin de BVS, Batman retrouve son code de conduite. Eh bien, exactement, GG Deck. Bravo.
Bravo, comme quoi, voilà, n'importe qui est au courant, sauf lui. Voilà. Incroyable. Et Joker, je crois qu'il y a une histoire comme quoi il avait pas réussi à le choper. Il y a un truc comme ça, parce que comme il y a Suicide Squad qui se mêle notamment avec ce moment-là, je sais plus, il doit y avoir un truc. Mais s'il l'a pas fait, c'est parce qu'il avait pas eu l'occasion, tout simplement. S'il commençait à tuer, il serait premier dans sa liste, hein. Bon, après, les autres ne sont pas mieux pour se planquer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est totalement con. Le mec réemménage à Smallville. Smallville, c'est quand même une petite ville, tu vois, tout le monde se connaît. Et tout le monde était à l'enterrement de Clark. Et là, il redébarque. Donc, est-ce qu'il va balancer une excuse genre, oui, j'étais sur une enquête pour le Daily Planet, il fallait que je me passe pour mort. J'en sais rien, je sais pas ce qu'ils vont sortir comme excuse. En effet, t'as oublié un truc. Tes lunettes. Et merde. Oh mon dieu, Clark Kent est... Et c'est vrai, à Rogue, le code de conduite de Batman dans BVS, il est pire que ça parce que justement, il marque au fer rouge pour que les mecs ils souffrent encore plus en prison. Pour qu'ils se fassent défoncer la gueule. Shazam! D'ailleurs, personne ne se pose de questions à propos de Clark Kent qui revient d'entre les morts bosser au Daily Planet dans la même période que Superman revient. Non, sérieux, ils ont officialisé sa mort et l'ont enterré à Smallville à la fin de Batman v Superman. Du coup, comment ils vont faire? Ouais, dans la bande dessinée, ils donnaient une explication par rapport à ça, mais ça comprenait une histoire avec un double de Superman, donc ils avaient pas trop le son, c'est pas le même du tout. Là, dans un film de 4 heures! Steppenwolf est un méchant de merde dans les deux versions. C'est faux. C'est faux. Est-ce que je dois revenir encore sur Steppenwolf? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la chaîne YouTube Morgan et son ciné, allez voir ma vidéo sur le Snyder Cut parce que je serai beaucoup plus concis et je pars beaucoup plus dans l'analyse avec des images qui vont avec, tout ça. Enfin, je fais du travail d'analyse, moi. Hein, je suis là pour ça à la base. Je suis pas juste en train de dire mais ça c'est nul. Ça m'arrive aussi, hein, mais là pour le coup, Snyder, j'ai fait une analyse, j'ai montré en quoi c'était dans la continuité de Man of Steel, BVS, etc. Mais pour le coup, Steppenwolf, je sais plus si j'en parle dans cette vidéo ou si j'en parle dans des lives, mais Steppenwolf, il a quand même beaucoup plus de développement chez Snyder. On parle quand même d'un personnage qui veut se racheter auprès de son maître, qui malgré ça reste une grosse merde, pour lequel on finit par avoir de la pitié mine de rien, parce qu'en fait on se rend compte que lui, c'est un blaireau et que en fait Darkseid il l'a manipulé du début à la fin, donc finalement ça lui donne de l'importance à ce Steppenwolf. C'est pas juste le méchant qui vient chercher des cubes comme chez Shredder en fait. T'as pas honte d'analyser des images alors qu'il y a les dialogues explicatifs, tu t'écoutes. Beaucoup disent que la Snyder Cut en fait un vrai personnage, mais chouiner auprès de son senpai et lui donner des yeux de chapeauté, ça en fait pas un personnage particulièrement intéressant. Et surtout, conceptuellement, dans le script, il n'est conçu que pour être un obstacle à la Ligue, pas un méchant avec des facettes. L'histoire comme quoi il veut rentrer chez lui n'a pas plus d'impact sur l'histoire principale. À part... Bah si. Bien sûr que ça a un impact sur l'histoire principale, vu que c'est le principe même de... Enfin... S'il fait... ça a un impact, parce que si il va chercher les boîtes, c'est pour récupérer sa place parmi auprès de son maître, auprès de Darkseid. Donc c'est le moteur du film en fait. C'est la raison même du film, de l'existence de Steppenwolf et du fait qu'il fasse barrage à la Justice League. C'est ce pourquoi il est là. Et le gars il arrive à dire que ça sert à rien. Faire passer nos héros pour des connards après ce qu'ils lui ont fait à la fin, donnant un aspect blague cruelle au moment où sa tête décapitée... Alors oui, super. Le mec qui parle de blague cruelle quand Steppenwolf meurt, je suis désolé, moi j'ai pas vu une blague cruelle. Je me suis juste dit, les mecs vont un peu loin. Et aussi, putain, Steppenwolf il se sera fait banane du début à la fin. C'est tout ce que j'ai retenu, mais à aucun moment j'ai dit haha c'est rigolo, mais qu'est-ce que c'est cruel. À aucun moment j'ai vu une blague cruelle. Le premier truc à fouler le sol d'Apocalypse. Zod et Lex Luthor ont été écrits de sorte à ce qu'ils s'opposent à nos héros, pas seulement physiquement mais aussi thématiquement. Zod est le seul être sur Terre que Superman peut considérer comme un frère, et il s'oppose à son identité kryptonienne, mettant Superman face à un dilemme moral. Luthor confronte Superman sur un plan divin, utilisant son humanité pour le manipuler et... Il vient de se contredire. Il a dit que dans la version de Whedon,
La scène d'intro, c'était la première fois qu'on voyait Superman avec son humanité. Et là, il est en train de dire que dans BVS, Luthor se sert de l'humanité de Superman pour pouvoir le piéger. Donc il avoue lui-même qu'il y a de l'humanité dans Superman, dans BVS. C'est dingue ça. C'est dingue à quel point il se contredit le pépère là. Prouver qu'il n'est pas un dieu, mettant Superman à l'épreuve psychologiquement. Même Doomsday, qui n'est pas du tout un personnage et n'a pas de dialogue, sa présence dans l'histoire sert de conséquence aux actions de Superman. Une punition divine. Steppenwolf se contente de taper nos héros. Donc ça sert à rien de le développer si on ne crée aucune dualité personnelle avec nos héros. Rien dans son passé ou sa personnalité ne crée un effet miroir avec les membres de la Ligue. Même les autres... Mais t'es pas... Pourquoi il se sent obligé d'avoir un effet miroir constamment? Il n'a pas besoin d'avoir un effet miroir ici. Le film, il est là pour montrer qu'il y a une menace qui va peser. Il dit pas, par exemple, dans Avengers. Pourquoi Avengers, il dit pas oh, les Chitauri, il n'y a pas de némésis direct avec les héros. Alors que c'est le même principe. Hein. Les Chitauri sont là pour annoncer Thanos. Tout comme Steppenwolf est là pour annoncer Darkseid. Et pourtant, on va pas me dire qu'il y a pas de némésis. Alors certes, on peut peut-être parler de Loki, mais Loki finalement, bon allez, admettons, mais les Chitauri ne sont pas là pour faire état de Némésis ou quoi. Donc, et puis Loki d'ailleurs ne fait pas état de... Il est pas là pour une confrontation avec tous les défauts des personnages, tu vois. Au contraire, enfin, je veux dire, il est juste là, c'est juste un prétexte pour que les Avengers se rassemblent. C'est tout. Donc en fait, les défauts qu'il y a dans Avengers de Whedon, il va pas les reprocher. Par contre, dans ce truc avec Steppenwolf, oui, les Chitauri, Arok, ce sont les paradémons. On peut dire ça. Le problème de MJ, c'est de critiquer les films en fonction de ce qu'il voit dans les films et non de ce que les films montrent. Oui. Mais ça s'appelle un biais de... Il est beaucoup sur le biais de confirmation, Pépère. Hein. Et ça, c'est un truc que j'ai appris en recherche quand t'es en master. Quand tu fais une recherche, tu pars sur une piste, et parfois cette piste, comme dans n'importe quelle science, tu vas te rendre compte que c'est pas vraiment ce que tu pensais. Quand j'ai bossé sur Stallone, je pensais que c'était très Reaganien dans les années 80. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si riganien que ça comme gars en fait. Qu'il y avait des choses qui te montraient qu'il n'épousait pas nécessairement que l'idéologie riganienne. Certes, dans la forme, c'était riganien, mais peut-être que dans l'esprit, dans certains aspects du film, il y avait quelque chose qui dénonçait Reagan. Et ça, je l'ai découvert qu'au fur et à mesure de mes recherches. Donc là, c'est pareil. Lui, il est déjà parti sur l'idée que le film c'était de la merde, que le film racontait ça, et donc il va juste aller chercher dans le film ce qui l'intéresse pour appuyer son propos. Mais par contre, tout ce qui contredit son propos, je connais pas, je l'ai pas vu, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas ça un travail de recherche, tu vois. Les autres méchants du DCEU sont développés de façon à créer une dualité ou représenter un obstacle moral à nos héros. Le Steppenwolf de Whedon est nul, en effet, mais au moins il ne prétend pas être autre chose qu'un gros méchant. Il essaye d'en faire un méchant machiavélique à la Disney, ce qui lui donne... Du coup, là, chez Whedon, ça pose pas de problème que ce soit juste un méchant. Et chez Snyder, ça pose un problème que ce soit juste un méchant. Un minimum d'attrait flamboyant, mais il n'avait pas la place de faire mieux, tout comme l'équipe des effets spéciaux n'avait pas le temps de refaire le design avec une meilleure synthèse. Mais au moins il ressemble pas à un... Attends, le film dure 2 heures chez Whedon. Tu vas pas me dire qu'en 2 heures tu peux pas développer un personnage. Quand même. Faut arrêter de déconner. Un troll des cavernes sans aucune raison. En fait c'est marrant parce qu'on voit qu'il a voulu le faire revenir à son design d'origine, mais il pouvait pas non plus le faire complètement car les scènes étaient conçues pour qu'il soit un gros monstre et non un chasseur. Et on en parle de cette putain de Motherbox. Dans les 2 versions, c'est les pires MacGuffin que j'ai jamais vu depuis Smallville. Ok, donc ce sont des espèces de boîtes magiques qui réunies font un truc pas bien, qui ont été fabriquées par... Ah, j'avais jamais remarqué... Merde, pardon, j'ai tapé dans le micro. Il a mis la musique de Bukero Banzai en version Boom Boom derrière.
version remixée, dégueulasse. Darkseid, elles sont réveillées par le cri d'agonie de Superman pour envoyer un signal à Darkseid non, et dire qu'on peut sans souci envahir, le champ est libre. Le champ était libre depuis au moins 2000 ans. Entre les dieux qui étaient morts, les Amazones et les Atlantes qui étaient planqués dans leur coin, les lanternes qui se sont tirées, et le fait que Superman n'est sur Terre que depuis, minimum 30 ans. Pourquoi les Mother Box se réveillent maintenant et pas, je sais pas moi, durant le 18e siècle où il y a personne qui pouvait les arrêter? Le hasard de la vie. C'est tout simplement le hasard de la vie. Voilà. Pourquoi les Chitauri ont envahi la Terre à une époque où il y a les Avengers alors qu'ils auraient pu très bien l'envahir avant? Waouh. Waouh. Ah putain. C'est énervant, hein. C'est énervant d'être autant de mauvaise foi, si bien que là, il reproche carrément au film d'exister dans son espace-temps. C'est même pas du pinaillage à ce niveau-là, hein. C'est carrément de la mauvaise foi pour donner des excuses bidons. Ah là 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 là. Moi, j'aurais bien voulu vivre au 18e, parce qu'au moins, il n'y aurait pas eu Internet et je serais pas tombé sur sa gueule. Ah, mais ça les réveille pas tous, ça réveille pas la boîte des humains par exemple. Parce que... Surtout qu'elle a plus servi que les deux autres boîtes. Oh, et malgré le fait que Steppenwolf utilise un téléporteur pour aller prendre celle des Amazones, il a besoin de fouiller et d'interroger des Atlantes pour trouver celle d'Atlantis, qui est apparemment surveillée H24 par la future reine d'Atlantis. C'est comme si Brigitte Macron était gardienne du Louvre et des sous-marins nucléaires. Et la Mother Box sert aussi à ressusciter... Je crois qu'il a voulu être drôle là, mais... Ouais. Des gens, soit en mode robotiseur de Sonic, ouais, on est arrivé à la soit moitié. en les régénérant complètement, parce que résurrection de Superman qui amène à l'activation de la Mother Box. Donc les machins censés se réveiller pour dire à Darkseid que la planète est kryptonien free, se réveillent aussi quand ça ressuscite un kryptonien. Ok. Aussi, il y a des sorcières qui essayent de piéger les gens qui veulent la hacker en promettant d'exaucer leurs vœux. Ça se voit que c'est écrit par Cristerio, non? Oh, et sa fonction finale? Désintégrer la planète. Darkseid Senpai, j'ai enfin trouvé l'équation d'antivie. Excellent, on avait perdu les coordonnées à cause d'une mise à jour Windows. Sur quelle planète elle est? Sur celle que je viens d'exploser. Mais t'es con! D'ailleurs, ouais, comment Darkseid a pu oublier où se trouvait la planète, où se trouve le truc qu'il désire le plus dans tout l'univers? Et Steppenwolf? Ouais, peut-être parce que ça fait 2000 ans, 3000 ans, et que toi t'arrives déjà pas à te rappeler de ce que t'as dit 10 minutes auparavant dans ton texte, alors du coup, peut-être que ça explique ceci, je sais pas. Wolf comprend qu'il est sur la bonne planète qu'en milieu de film. Genre, vous avez l'habitude de paumer 3 Mother Box? Les Amazones et les Atlantes ne sont pas que sur Terre? Écrit par Cristerio! Et c'est sans parler des soucis plus systémiques qui touchent le film. L'une des interactions... Ah! Après le mot AG, le mot systémique. Houleuse rapportée par l'équipe du film entre Joss Whedon et ses collaborateurs parle d'une crise contre Gal Gadot. Cette dernière, très investie dans son travail dans les films Wonder Woman, avait des doutes vis-à-vis de certains choix de développement de personnages. Elle voulait éviter de trop brusquer son évolution et raconter l'histoire de Diana avec fluidité. Ce qui a énormément frustré Joss Whedon, qui est allé jusqu'à l'insulter, rabaisser et même menacer de détruire la carrière non seulement de l'actrice, mais aussi de Patty Jenkins, réalisatrice des 2, bientôt 3 films Wonder Woman. C'est une confrontation intéressante parce que Whedon et Gadot sont tous les deux dans leur droit dans cette histoire. Seulement, ils sont tous les deux confrontés au même problème, l'univers partagé. Bon, et Gadot est confronté au caractère de merde de Joss Whedon. Donc ouais, je la donne gagnante, mais le problème de base, c'est les univers partagés. C'est un problème très récurrent dans ce concept où se mêle le crossover et réunion de héros. Rien que dans les comics, beaucoup de conflits sont nés de ce genre de situation. La question du « où je veux emmener le personnage ». Les films d'un univers cinématographique où les comics DC ou Marvel ne sont pas écrits par une seule et unique entité, mais par différentes équipes séparées. Oh, attention, il a fait l'intellectuel, il a choisi le mot entité au lieu de dire personne. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est intelligent. Ouh. Du coup, ces équipes partent sur leurs propres histoires. Certains prévoient sur le long terme ou ont déjà commencé un long arc qui prend en compte différents personnages. Imagine une réunion entre auteurs et producteurs de DC Comics. T'en as un qui est genre, je fais une histoire où Batman s'installe. Alors, au cas où si c'est... il sait que ses abonnés sont débiles, donc du coup, comme ce qu'il vient de leur expliquer, il s'est dit, ils vont peut-être pas comprendre, bah du coup je vais leur paraphraser ça. Au cas où ils sont vraiment trop cons pour comprendre ce que je leur raconte.
ça l'attend en Atlantis parce qu'il est à la recherche de Croc et il va faire un duo de buddy cop movie avec Aquaman. Et là t'as un autre auteur qui est emmerdé parce que excuse-moi, je suis en train de faire une histoire où Ocean Master a attaqué en masse Atlantis. Du coup on peut pas faire cette histoire vu que Atlantis est assiégé. Et t'en as encore un autre qui est genre ah non tu peux pas faire ça parce que je viens de finir une histoire dans Suicide Squad où Croc a trouvé la rédemption et veut prendre sa retraite dans un bayou aux côtés de Swamp Thing. Et t'en as encore un autre qui débarque non on n'est pas d'accord, j'ai vu avec le premier là. Oui, c'est et après bon, avoir on a arrêté compris, Croc il ferme devait ta gueule. s'associer avec Poison Ivy pour arrêter un Swamp Thing qui est devenu fou. Et là, en plein milieu, t'as les producteurs de DC Comics, ils sont genre, excusez-moi, on vient d'annuler la série Swamp Thing, est-ce que vous pouvez tuer le personnage? Oh, et Aquaman, vous lui avez coupé. Ah, mais ta gueule, c'est long, putain. Le personnage? Oh, et Aquaman, vous lui avez coupé. Oh là là, je l'ai remis au même endroit. Oh là là, je vais mourir. Les auteurs se retrouvent à bâcler certains trucs en suspens, car ils doivent se débarrasser de la transition chiante imposée par l'événement pour retourner aux histoires qu'ils voulaient raconter. Quoi ça? Peter Parker est marié et révélé au monde qu'il est Spider-Man? On peut se débarrasser de ça, j'ai un tas d'histoires où il est censé avoir des problèmes pour payer son loyer. Et malgré le fait que les univers partagés de ce genre sont encore jeunes au cinéma, le MCU a regroupé tous les problèmes. Et Joss Whedon est bien placé pour le savoir. L'une des complications dans Avengers. Alors oui, GG Deck, MJ menace les gens qui parlent de lui. Hein. Enfin après, le truc c'est qu'il a pas les couilles de te le dire en face. Donc du coup, il va dire à sa communauté « Hey, regardez, il parle de moi, le méchant !» Et donc après, tu te tapes la communauté d'MJ qui vient de casser les couilles. Mais lui c'est un pleutre. Voilà, j'aurais utilisé le mot pleutre ce soir. Lui n'a vraiment aucune race. Donc en fait, il va jamais se confronter à toi. Parce que tu comprends, déjà il est con, et il sait qu'il est con, et donc du coup, dès qu'il va y avoir débat, bah il fuit, parce que c'est une petite merde. Et donc en fait, oui, là j'attaque pas la personne, j'attaque les propos. Voilà. et donc du coup, je me retrouve avec ces fidèles abonnés, hein, ces membres de la Scientologie MJ. Scientologie MJ, la Scient MJ. Voilà, membre de la Scient MJ, eh bien, je me les tape après dans les commentaires parce que lui n'a pas les boules de venir l'ouvrir comme un grand, tu vois, parce que il sait qu'il est crétin. Oui, je prends mon sel de baleine. Voilà, la Scient MJ. Voilà, moi je propose que maintenant sur Twitter maintenant, quand on parle des gens qui viennent nous harceler pour nous insulter tout ça, et ben on met le hashtag ScientMJ. Voilà, je le mettrai maintenant. Je mettrai toujours ScientMJ avec le petit commentaire qui va bien d'insulte parce que c'est beau, parce que c'est beau. Était le personnage de Tony, car toute l'histoire repose sur son traumatisme de l'attaque de New York qui le pousse à créer Ultron. Seulement problème, Iron Man 3 est arrivé, créant un arc où Tony subit sa paranoïa. Et à la fin, il surpasse cette paranoïa pour enfin se libérer de ce poids. Whedon n'a d'ailleurs pas caché son problème, disant publiquement que putain, après Iron Man 3, j'ai plus rien à raconter sur le personnage. Et en effet, il avait tellement plus rien à raconter qu'il a dû rembobiner le personnage et le remettre au stade de parano qui fait des erreurs impulsives. Et ça arrange bien Marvel Studios car du coup ils pourront faire Civil War. Et la confrontation entre Whedon et Gadot, c'est ça le problème. Gadot voulait développer son personnage progressivement pour laisser de la matière pour ses films solo, mais ça emmerde Whedon parce qu'on l'a engagé pour qu'il améliore le film Justice League. Et comme je le disais tout à l'heure... Ah bah Gal Gadot elle avait bien raison hein, de vouloir développer son personnage progressivement hein, parce que Wonder Woman 84 on voit ce qui s'est passé hein. Des principaux problèmes de Justice League. Allez voir ma vidéo sur Wonder Woman 84, vous allez vraiment vous taper des barres pour le coup parce que je l'ai défoncé. Que Whedon a essayé de corriger, c'était l'absence d'arc de personnage. Bon, au final, ça n'a pas empêché Jenkins de quand même bien développer son personnage dans Wonder Woman 1984. Mais bon, je comprends les inquiétudes de Gadot. Et en autre critique d'un autre membre de la Justice League, les accusations de racisme. Ray Fisher a pas mal balancé sur certains changements qu'il a trouvés racistes. Certains qui sont terrifiants de racisme banalisé, comme Warner qui voulait... Ah, banalisé, encore un mot qu'il n'avait pas utilisé ce soir. Et enlever des scènes de cyborg en Merci, colère Dr. Glitch. parce qu'il craignait que ça allait faire peur aux gens de voir des noirs en colère. Superman qui devient ma boule et tue tout le monde, ça par contre ça va hein. Mais d'autres, j'ai une petite nuance à faire. Comme par exemple, la suppression d'acteurs et actrices de couleur dans la Whedon Cut. En effet, Kiersey Clemons, actrice noire, Zheng Kai, acteur chinois, et Karen Brisson, actrice noire, ont été virés du montage. Ouais, ça fait quand même gros. Mais je pense pas que leur suppression était motivée par le racisme. Moi non plus, William je pense Dafoe pas que aussi ce a été viré du montage. soit Et lui, ça fait pose beaucoup moins de problèmes, déjà parce que c'est William Dafoe, contrairement aux autres qui du remontage. Il a une carrière bien remplie qui s'arrêtera pas de sitôt, mais aussi parce que ces acteurs étaient garantis de revenir dans les futurs films d'ici. Dafoe est pour le moment le seul parmi les acteurs supprimés à l'avoir eu son film d'ici exploitant son personnage avec Aquaman. Kiersey Clemons aussi va enfin...
Mais qu'est-ce que ça change, ça, qu'ils vont avoir leur film ou quoi? Quand tu fais un film, il y a des gens qui tournent des scènes et parfois ils se voient même pas à l'écran parce que ça a été coupé au montage. C'est tout. Et on va pas leur dire tu seras là dans le prochain film, ne t'inquiète pas. Ils ont été payés pour tourner, donc au bout d'un moment, vas-y, c'est bon, arrête. Tu sais très bien que tu peux être coupé au montage. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Avoir Il droit. n'y a pas besoin de donner des excuses du genre mais vous inquiétez pas, il est gentil parce que en fait après ils vont avoir leur film machin. Un film la mettant en scène quand elle reprendra le rôle d'Iris dans le film William solo Flash. Dafoe Et ne Karen fait pas Bryden Dafoe. et Zenkai devaient probablement revenir dans un film solo Cyborg et une suite à Justice League. Mais eux, pas de bol, Warner et DC ont supprimé. Par contre, on peut Oui, critiquer Jessica l'aspect Chastain systémique dans un du film truc. de Nolan, Pourquoi les personnes de couleur se retrouvent avec des Dolan. rôles tertiaires, là où les blancs sont toujours privilégiés pour les rôles principaux? C'est ça le problème du racisme, c'est pas limité qu'à quelques individus. C'est aussi dans des actions qui semblent innocentes au premier abord, mais qui participent à une tradition qui renforce la place minoritaire des personnes de couleur. Donc, tu prétends que Joss Whedon n'est pas raciste et sexiste? Non, j'en sais rien en vrai. Peut-être qu'il est, peut-être qu'il l'est pas. On peut le supposer, mais on peut pas l'affirmer à 100%. Peut-être qu'il est raciste et sexiste pour avoir maltraité Ray Fisher et Gal Gadot. Peut-être qu'il ne l'est pas pour avoir fait des œuvres féministes et progressistes. Ou peut-être que les deux arguments sont des façades pour un personnage plus complexe. On sait pas, on n'est pas dans sa tête. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il n'y a pas de débat. Je sais pas de quoi il parle, j'écoute pas, puni. on en a rien mais à si on veut cirer, critiquer hein. le racisme et sexisme de cette production, s'arrêter à un individu n'est pas Je suffisant. sais pas pourquoi il a embrayé d'un coup sur le racisme. Je sais pas trop pourquoi. Et là je sais pas ce qu'il raconte. Sur le fait de supprimer une scène, machin, raciste. Suffisant, voire contre-productif. Je veux dire, si Whedon s'est permis d'agir comme le dernier des connards, c'est bien parce qu'il avait l'impression qu'il pouvait se le permettre. Que les studios le protégeraient et qu'il était choisi par les dieux d'Hollywood. Ah, donc, tout de suite, Whedon, c'est une victime. C'est une victime des studios. C'est de la faute des studios s'il s'est senti tout puissant. C'est pas du tout parce qu'il a un caractère de merde. C'est la faute des studios. Voilà. Toujours victimiser la personne que tu défends quand elle fait de la merde. Et si Ray Fisher n'avait pas parlé, fort probable que Warner et DC auraient continué à protéger Joss Whedon. Parce que ce système encourage à banaliser ce genre de comportement. Donc ce n'est pas de la faute de Whedon d'après toi? Whedon n'est qu'un symptôme du véritable problème. Ah, voilà, c'est un symptôme et donc c'est une victime du système. Ah, pauvre Whedon. Toi qui étais si bon avec tes acteurs auparavant, toi qui n'as jamais eu de confrontation avec tes acteurs avant Warner. Ah, oh, pauvre victime du système. Nous sommes avec toi, Whedon. Tu n'avais qu'à pas, aussi d'un autre côté, tu n'avais qu'à pas te mettre dans cette situation. C'est de ta faute tout de même. Mais tu restes une victime du système. Nous te pardonnons. Corriger les erreurs de Justice League, blâmer un individu ne suffit pas. Faut remettre en question tout le fonctionnement du système hollywoodien, la place des personnages féminins et de couleur dans la fiction, etc. Mais on veut pointer des doigts Oui, les y a aucun responsables rapport qui avec ont gâché Snyder, la vision hein. mature de Justice League. C'est marrant parce que tu peux pas être plus immature qu'en agissant de la sorte. Allez, c'est reparti pour le côté mature de Snyder, le côté AG de Snyder. Il est en boucle là-dessus. Hein. L'argument principal de la Snyder Cut sur tout le reste de l'industrie super-héroïque est qu'il serait mature. Et ça veut dire quoi, mature? C'est le fait qu'il y ait du sang? C'est le fait qu'il y ait plus d'ombre? C'est le fait que les personnages fassent la tête? C'est le fait qu'il n'y ait pas trop de blagues? C'est le fait que Batman dit fuck? Non, ce n'est pas mature. C'est poseur. Ça a l'apparence d'un film mature, mais ça ne fait que cela péter d'être mature. Un film réellement mature utilise... C'est poseur. Qu'est-ce que ça veut dire, poseur? Putain. Toujours. Lui, je lui ai acheté un putain de dico. Hein. Je sais que maintenant on peut aller regarder sur internet utiliser notamment le CNRTL, c'est ce qu'il y a de mieux pour la définition d'un mot. Mais lui, il va lui falloir un dico parce que s'il est pas foutu d'y aller lui-même sur internet, il va falloir lui foutre le dico dans la gueule au bout d'un moment pour qu'il comprenne quoi. Parce que là, utiliser des mots, en plus il pourra même pas connaître la moitié des mots qu'il utilise parce qu'il utilise toujours des anglicismes ou des mots qui, en plus, en tant qu'anglicisme, quand tu les traduis, ça ne veut pas dire ce que lui veut expliquer avec ce mot. Alors, super.
utiliserait sa noirceur pour raconter quelque chose, parler de la condition humaine, nuancer les questions de bien et du mal. C'est ce que faisait, à une certaine échelle, Man of Steel, Batman v Superman ou même Watchmen. Ça se contentait pas d'être dark pour être dark, ça profitait d'une situation moralement complexe pour confronter nos héros. Justice League n'est pas mature malgré tous ces artifices, car ça reste une histoire de gros méchants contre gros gentils. J'aime. Donc, une histoire de gros méchants contre gros gentils, bah finalement c'est pas mature. Et bah en fait du coup la plupart des films on peut dire que c'est jamais mature. Et en plus de ça, dire que le Snyder Cut n'est pas mature, bon déjà je trouve ça con. Parce que le mot mature c'est pas le mot. Je pense qu'il faut mieux choisir un mot comme intelligent ou pertinent. Mais mature ça veut rien dire du tout. Et j'espère qu'il va pas dire que Power Rangers c'est mature, parce que s'il y a bien un teen movie qui est vraiment dans le pur cliché d'adolescence, c'est celui-là. Même des films qui ont pris des tournures sombres et sérieuses qui ont beaucoup déplu au public, Le Dernier Maître de l'air de Shyamalan, Les 4 Fantastiques de Josh Trank ou le Hulk d'Ang Lee, mais j'aime pas ces films juste parce qu'ils sont dark. Je les aime parce qu'ils racontent quelque chose d'intéressant sur les personnages qu'ils adaptent. Même Marvel proposait des films bien plus matures. Les X-Men avaient commencé avec une tournure intimiste qui rendait les personnages humains et renforçait le drame de leurs conditions, et dans le message sur la persécution. Quelque chose qui reste même dans les films les plus kitsch de la licence. Oui, même X-Men Origins Wolverine racontait un truc intéressant sur la confrontation homme-animal et le poids de l'immortalité. Même les ajustements boudés Dark Phoenix et les Nouveaux Mutants parlent de la peur de la femme au pouvoir, les thérapies de conversion, le rejet de soi, etc. Ça, ce sont des sujets intéressants à exploiter, et ces films les exploitent bien. Et ai-je besoin de parler de Logan, le film qui accomplit ce dont Justice League se vante, mais avec une sincérité qui le rend... Hein quoi? Mais Justice League ne se vante pas du tout de raconter quelque chose similaire à Logan. Où est-ce qu'il a été lire ça, lui? Donne tes sources, là, putain, parce que balancer des inepties comme ça, il y en a vraiment marre, quoi. Bien plus respectable. Et Wolverine, lui, quand il dit fuck, ça colle au personnage et ça n'est pas fait pour se la péter. Oui, ça sonne plus naturellement. Et même le MCU. Marvel sexuel. Oh ta gueule, Marvel est plus sombre que ton truc. Seulement le MCU est moins prétentieux quand il fait du sérieux, et il le fait avec des thèmes justifiant un ton sérieux. Black Panther, Le Soldat de l'Hiver, Civil War et même l'ère d'Ultron exploitent des idées très attachées au réel qui remettent en question les super-héros. Le problème de défendre un status quo qui blesse plus qu'il ne guérit, la nuance qui cache le vrai mal, différencier, rendre service à son pays et faire le bien, ce sont des questions... Le Snyder Cut, de toute façon, c'est ça aussi. Le Snyder Cut, c'est Man of Steel. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète. Man of Steel, c'est l'humain qui accepte peu à peu son caractère de messianique. BVS, c'est les dieux qui sont remis en question, donc les super-héros qui sont remis en question. Et le Snyder Cut, c'est tout simplement l'élévation des super-héros au rang de dieux. Voilà. Là, il n'y a plus de frontières. Ce sont devenus des dieux vivants. Donc c'est dans la continuité idéologique, en fait, et Christian